C'est parti. Bonjour YouTube, bienvenue. Ce soir on parle de plusieurs choses, notamment du Bitcoin, du revenu universel d'activité, mais d'abord une petite vidéo d'intro d'Olivier Passet, qu'on aime beaucoup par ici, notamment pour cette frange magnifiquement portée. C'est parti. Depuis 30 ans, l'idée d'une vertu autorégulatrice des marchés guide l'action publique. Les pays avancés n'ont eu de cesse de démonter les barrières, les rigidités qui biaisent les arbitrages privés au plan microéconomique, n'octroyant aux États qu'une fonction correctrice subsidiaire. Avec l'idée que l'harmonie au plan macroéconomique repose sur un équilibre simultané et non faussé sur les marchés des produits, du travail et du capital. Merci pour le follow, Picoto Zigoto. Trop mignon ce nom. Toi, t'es un petit nom mignon. Alors évidemment, ces trois équilibres, ça, c'est ce qu'on appelle les politiques d'ajustement, notamment structurel, politique de l'offre. On considère que le marché du travail, c'est un marché. Donc il faut enlever les rigidités sur le marché. Alors comme rigidité, il y a, c'est pas facile de licencier, il y a le SMIC, tout ça, c'est des rigidités. Sur le marché des biens, les rigidités, c'est les frontières, c'est les douanes, tout ça, donc on arrête avec ça. Et puis sur le capital, concrètement, il faut que le capital circule librement, quoi. Pourtant, tout ce que peut tenter de formuler un économiste sur la base des raisonnements en termes d'équilibre vire au fiasco et à l'incongruité. Nous nous raccrochons aux branches avec des explications partielles et, disons-le, insatisfaisantes. Face à un monde où les taux sont à zéro, que nous disent les grandes tables de la loi de l'équilibre, que le monde vit avec un excès d'épargne colossal. Les raisons ne manquent pas, la première d'entre elles est démographique, le vieillissement mondial de la population, qui épargne pour sa retraite. Ce qui tarit la demande sur le marché des biens, ce qui génère une surproduction structurelle et des pressions déflationnistes qui nous piègent dans la stagnation. Voilà. Merci les vieux, à cause de vous. Voilà, ils épargnent beaucoup, donc il n'y a pas assez de débouchés pour les entreprises. On produit trop par rapport à la demande qu'il y a. Ça conduit les prix à baisser et ça fout le bordel. Bravo les vieux. Mais selon cette S'il y a des vieux dans la salle, pardon, c'est une blague. Version, si les marchés exerçaient leur fonction autorégulatrice, nous devrions voir s'affaisser l'emploi, augmenter le capital par tête, s'accélérer la productivité du capital. Ce versant-là de l'histoire, nous ne le voyons pas. Le taux de chômage des pays avancés reste stable sur un plateau élevé et traverse même la crise colossale du Covid sans recoller à ses sommets passés. La grande migration du facteur rare, le travail, vers le facteur abondant et peu coûteux, le capital, n'a pas lieu. Le capital par tête ralentit tendanciellement. C'est pourtant l'inverse qui devrait se passer dans ce monde qui a tout misé sur l'autorégulation des marchés. Au cœur du système, des marchés financiers que l'on a décloisonnés, dérégulés et qui avaient vocation à devenir le maître des horloges de l'investissement. Où les bourses, d'un côté, ne cessent de nous projeter dans un monde de profit et de croissance, et où les taux d'intérêt, de l'autre, nous renvoient à la stagnation. Avec des... Ça, vous voyez, cours en bourse qui explose, et dans le même temps, taux d'intérêt qui chute. Ça, c'est un vrai problème, il y a un risque. Alors attends, j'augmente un petit peu le son de la vidéo. Derrière cette dualité, c'est mieux comme ça, Slade. Maîtres du jeu. Des fonds de pension d'actifs surdimensionnés, qui exigent un rendement économique et financier du capital à 2 chiffres, contre vents et marées, et des banques centrales qui, par leurs interventions, génèrent des taux d'intérêt à court comme à long terme proches de zéro ou négatifs. Cela, rien dans nos logiciels économiques nous permet de l'analyser. La contestation de l'existence d'un marché des fonds prêtables, lieu d'arbitrage de l'épargne et de l'investissement, arbitré par le taux d'intérêt, est certes au cœur de la critique keynésienne. Le taux d'intérêt est bien une construction monétaire chez Keynes. Mais même chez lui, si un tel gap apparaît entre le coût de la dette et le rendement du capital, nous devrions observer une énorme appétence pour l'investissement que nous ne voyons pas. Alors, bon, ça, c'est un peu technique, mais l'idée, c'est on a un excès d'épargne dans l'économie, d'accord? Ce qui devrait se passer en théorie, c'est que vu que les taux sont vers zéro, on devrait avoir des investissements dans tous les sens. Sauf que ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout le cas. En gros, on a simplement des investisseurs, entre guillemets, qui se réfugient sur des actions qu'ils jugent plus rentables, mais qui ne sont pas forcément non plus des investissements productifs, quoi. Donc on a un vrai problème là-dessus. Et on a potentiellement d'énormes bulles qui se créent, etc. Donc si vous voulez, l'efficience des marchés, on n'y est pas du tout là.
Il faudra que je vous en reparle d'ailleurs de ça, de l'efficience des marchés. Au lieu de cela, la liquidité absorbe les actifs déjà existants, les survalorise et l'économie est piégée dans une spirale de hausse de la dette et des prix d'actifs. Ça, c'est ultra dangereux. Et vraiment, pour moi, le cœur du problème, un des éléments du problème, il est là. En gros, ce qui se passe, c'est que vous avez de l'endettement privé qui est énorme, ménage comme entreprise. La spéculation tue l'investissement, ouais, on peut, en tout cas, ça y contribue. Est-ce que c'est pas lié à l'inquiétude pour l'avenir? Si, l'épargne, une grande partie est liée à l'inquiétude pour l'avenir, mais en fait, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un effet de répartition. C'est qu'en fait, quand tu regardes au niveau agrégé, il y a de l'épargne qui augmente, c'est-à-dire quand tu prends l'ensemble de l'économie française, mais quand tu regardes du coup par décile, donc par catégorie de revenus, d'accord, de richesse des agents, tu te rends compte qu'en fait, c'est surtout les 20% les plus riches qui ont épargné. Donc on a un vrai problème de polarisation entre, d'un côté, les plus pauvres qui, pendant la crise, se sont endettés. C'est normal, leurs revenus ont baissé, mais leurs crédits n'ont pas bougé. Et de l'autre, tu as les plus riches qui ont augmenté leur épargne. Donc là, on a un énorme problème. Et dans le même temps, les plus riches qui ont de l'épargne, ils veulent aussi la faire fructifier. Mais puisque la Banque centrale, si vous voulez, elle rachète en masse, pour comprendre le mécanisme simplement, des titres de dette publique, ce que font en gros les agents, ils se détournent, c'est même un effet cherché par la Banque centrale, vers des actions. Et maintenant, certains disent qu'on ne contrôle plus du tout la machine et que forcément, il y a des bulles qui se sont créées. Forcément. Et en fait, il suffit de regarder le graphique qu'il a montré tout à l'heure, l'évolution des cours en bourse sont sans commune mesure avec l'activité économique réelle. Donc là, on a un souci. Parce qu'il se peut très bien qu'il y ait d'énormes bulles qui soient créées, sauf que c'est toujours pareil. Les bulles, on sait que ça existe une fois que ça pète, mais si vous voulez, là, ça s'auto-entretient. Donc on a de la dette qui augmente. Dans le même temps, la dette sert à faire quoi? À acheter notamment des actifs spéculatifs, etc. C'est un véritable bazar. Donc on a potentiellement un gros souci là. Dont l'issue laisse sans voix les économistes, tant leur cadre d'analyse n'intègre pas cette dualité du marché. Autre centre névralgique de nos approches orthodoxes, le marché du travail. Là aussi, tout a été fait depuis 30 ans pour flexibiliser les volumes et les salaires afin de s'approcher de l'idéal de l'efficience. Or, le travail est loin d'être cette marchandise banale, malléable, et le salaire, sa rétribution objective, indexée sur une productivité observée. Alors, excusez-moi pour les pauses, mais c'est pas une marchandise banale. Il y a un auteur que vous connaissez peut-être pas. Je vous ferai des fois des moments, des points. Il faudra que je rebosse un peu avant, mais ces économistes, ces grands économistes ou ces génies que vous ne connaissez peut-être pas. Il y en a un qui s'appelle Karl Polanyi, d'accord, et qui a parlé lui de marchandises fictives pour parler justement du travail, pour parler de la terre, pour parler de la monnaie, où il explique qu'en fait ces marchandises-là n'en sont jamais, et que du coup la vision qu'ont essayé d'imposer les économistes, c'est d'en faire des marchandises, ce qui est évidemment une erreur profonde, parce que ce n'en est pas du tout. C'est des rapports sociaux qui dépassent largement la marchandise, et c'est intéressant, parce que d'une certaine façon, Marx disait quelque chose de pas totalement éloigné, même s'il reprenait le langage de la marchandise, il disait, en gros, le travail, c'est une marchandise d'un genre très particulier, c'est la seule qui produit plus de valeur que son coût à l'achat, entre guillemets. Donc votre salaire, voilà, c'est le coût à l'achat, entre guillemets, pour le capitaliste, et vous produisez plus de valeur que votre coût. C'est ça, entre guillemets, si vous voulez, ce qui fait la spécificité du travail chez Marx. Le travail est d'abord une construction sociale et culturelle. La crise sanitaire nous en offre une démonstration criante. Voici près d'un an que 20 à 60% de la main-d'œuvre affrontent une profonde désorganisation à travers le monde, allant de la mise à pied technique avec le chômage partiel ou non, jusqu'au télétravail. Or, la production ploie, mais ne rompt pas. Et nulle part, des pénuries majeures n'apparaissent. Ce qui renvoie au fait qu'une minorité des actifs ont un effet direct et essentiel sur la production ou la distribution. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient d'entendre là? À quel point c'est majeur et à quel point ça dit des choses? Ça veut dire que même quand vous avez entre 20 et 60% de la population active qui est démobilisée, concrètement, ça veut dire qu'elle est soit en activité partielle, d'accord, chômage partiel, soit elle est entre guillemets, enfin voilà, il y a tout un tas de dispositifs, évidemment, il y a aussi du chômage malheureusement, mais concrètement, on a encore de quoi se nourrir, on a encore de quoi se transporter, on a encore de quoi vivre à peu près, je dis bien à peu près, normalement, et là ça pose des questions qui sont vertigineuses sur les besoins, sur la hiérarchie des besoins, etc. Et ça, je peux vous assurer, pour connaître un peu ça de l'intérieur, dans les syndicats, ça pose des questions qui sont énormes. Ça veut dire quoi, essentiel, pas essentiel? Vous vous rendez pas compte? Si, vous vous rendez sûrement compte, mais c'est énorme.
tout ce que j'entends, c'est que ça sert à rien de travailler et je veux entendre plus. En fait, ça sert évidemment de travailler. Mais la question, c'est l'utilité sociale, c'est évidemment un construit social, toujours. Est-ce que c'est pareil de produire de l'alimentation ou est-ce que c'est pareil d'être marketeur dans quelqu'un qui va essayer de privatiser l'assurance santé? Vous voyez, je suis pas totalement certain. Est-ce que c'est pareil de bosser dans la pub pour Danone et en termes d'utilité sociale et d'être enseignant? Vous voyez. Alors moi, je me fais aucune illusion sur ma propre utilité sociale, pour le coup. Être économiste et causer dans un micro, c'est bien. Mais par rapport à beaucoup, beaucoup d'autres gens, je suis intimement persuadé que mon utilité sociale personnelle est moindre. Mais bon, évidemment, tout le monde a une utilité sociale. La question, c'est comment on fait concrètement pour faire correspondre notamment les salaires, par exemple, avec l'utilité sociale, qui n'est jamais quelque chose d'objectif. C'est toujours quelque chose qui est construit socialement. Voilà, ça c'est très important. L'emploi relève de plus en plus d'un investissement immatériel, consulting, marketing, supervision, communication, recherche, formation, etc., dont l'interruption ou la désorganisation momentanée n'a qu'un effet diffus. Paradoxalement, dans ce monde obsédé par l'efficacité du travail, le désengagement partiel ou complet d'un tiers de la main-d'œuvre produit des effets que les économistes tendent à surestimer. Peu importe, ils continuent à appréhender le travail comme ce flux consommable, marchandisable, dont on peut objectiver la contribution individuellement. En 1944, l'économiste hongrois Karl Polanyi avait pronostiqué le dépassement de l'économie de marché. L'idée d'une entité autorégulatrice exerçant son primat sur la sphère sociale était selon lui une construction historique, datée et mortelle. Tout sauf une loi naturelle. Son propos est plus que jamais d'actualité. Mais face à ce rendez-vous de la grande transformation, face à des logiciels explicatifs de plus en plus inopérants, répond toujours le grand silence d'une science économique imperturbable. Pas mal, non? Alors attendez, je vous donne tout de suite le lien de la vidéo. Paf. Voici, pour aller la revoir vous-même. Alors attends, je lis parce que vous avez dit, avocat du diable, les tafs qui ont été désorganisés ont une valeur produite qui est forcément plus diffuse dans le temps. Ça c'est juste, c'est sûr. Hein. Mais du coup, ça pose la question du caractère fondamental, etc. ou non. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce que j'ai raté autre chose? Quel est le nom de la chaîne YouTube utilisée ici? Tu veux dire la mienne? Alors attends. Ou celle qu'on voit à l'écran là. Si c'est celle qu'on voit à l'écran, c'est Xerfi Canal. Xerfi. 7000 vues sur la vidéo. Non mais tu sais que des fois, ils font des vidéos où il n'y a que 100 vues. Hein. Je suis complètement halluciné ça. Hein. Mais Olivier Passet, c'était un prof avant, à la fac. Et il a aussi une manière, je trouve, très claire d'expliquer plein de choses. Et je l'aime bien. Donc voilà, on est vraiment à un moment, on vit quelque chose quand même d'historique, hein, du point de vue économique. Et évidemment, ce qu'on voit, c'est que tout un tas de questions reviennent sur le devant de la scène. La dette, ça veut dire quoi l'utilité sociale? Ça veut dire quoi? Dans quoi il faut investir? Et puis évidemment, vous mettez devant la question de la crise climatique, / environnementale, / de la biodiversité, et ben vous avez forcément les énormes questions devant nous. Et c'est sûr que c'est pas nos vieux boomers qui sont encore en train de passer leur temps sur les plateaux télé pour parler à notre place qui vont la gérer. Mais voilà, j'ai rien contre les anciens, mais le problème c'est qu'ils prennent toute la place, quoi, partout. Est-ce que c'est chiant? Alors vous rajoutez à ça les hommes, dont je fais partie évidemment, qui prennent trop de place. Alors les vieux hommes, c'est la catastrophe. Voilà. Ça n'a rien à voir. Est-il possible de mesurer l'utilité sociale? Eh ben, c'est toute la question. On essaye en tout cas. Enfin, on peut, mais ça se construit, et sauf que ça se définit démocratiquement. Ça veut dire quoi, quelque chose d'utile? C'est pas un économiste qui va dire ça c'est utile, ça c'est pas utile. Ce qu'on peut mesurer, encore on n'arrive pas à le faire, c'est la productivité, c'est-à-dire les quantités, le volume créé par heure de travail, etc. Et encore, dans les services, hyper compliqué. Alors, bon, les statisticiens, ils ont quand même des mesures beaucoup plus fines, etc. Ils sont capables de le faire. Mais c'est jamais parfait, évidemment. Et ça résulte toujours de construction, quoi. Donc il y a une vraie question sur... l'utilité sociale, c'est pas les économistes qui vont vous dire ce que c'est. Ce sera une décision, du coup, collective de ce que ça veut dire l'utilité sociale. Et donc, forcément, ça crée derrière une espèce de hiérarchie des revenus, tu vois. Ça, c'est quelque chose. Alain Duhamel, 80 ans, sur tous les plateaux la semaine dernière, qui tenait son avis sur tout et n'importe quoi. Ah non, mais ça c'est une merveille. Moi, j'ai grandi avec Dominique Régnier, hein, évidemment. Dominique Régnier, vous le connaissez peut-être. C'était sur C'est dans l'air à l'époque, avec Yves Calvi. Donc, Dominique Régnier, prof de sciences politiques,
il dirige un truc qui s'appelle l'innovation pour la Fondation pour l'innovation politique, mais Dominique Régnier, vous savez, avec ses belles lunettes, ça lui pose pas de problème de parler aussi d'économie, de sociologie, de ce que tu veux, machin. Pourquoi pas? Il fait ce qu'il veut. Sauf que pourquoi est-ce que c'est toujours le même? Salut, ouais. Et donc, on a un problème avec ces gens qui passent leur temps à dire tout et n'importe quoi à propos de tout et n'importe quoi. Ça, c'est à peu près clair. Et surtout que, vous voyez, ils se présentent toujours comme étant, comment dire ça, neutre. Vous savez, ça, c'est toujours un peu, voilà, moi, je suis objectif, tout ça. Bon, le type, ça l'a pas empêché d'être candidat. C'était à l'époque de l'UMP, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Bon. Et ce qui est marrant, j'ai aussi regardé, l'autre jour, il y avait un débat sur la chaîne parlementaire entre Agnès Verdier-Molinier, qui n'est même pas économiste pour le coup, mais elle a le droit de parler quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas réservé à une élite de parler d'économie, sauf qu'elle se présente comme experte, machin, qui a tout vu, qui a tout fait. Elle fait le même bouquin depuis 15 ans, surtout, mais voilà, il y a trop de dépenses publiques. C'est un peu comme Muriel Pénicaud, faut travailler, faut travailler. Et en face, il y avait Léo Charles, et on sent bien qu'elle est hyper à l'aise dans son exercice. Ça veut dire qu'elle déroule ses trucs en faisant en sorte de pas laisser le temps à la journaliste de lui couper la parole, ce qui est une manière très maligne d'occuper le temps et l'espace médiatique. Et de l'autre, par contre, Léo, il a été très bon quand même, parce qu'il a vraiment réussi à faire passer quelques idées, calmement, sans s'énerver contre Madame Verdier-Molinier. Bravo à toi, Léo. Mais cela étant dit, évidemment que quand il y a un économiste comme Léo qui vient à la télé, on dit vous êtes un économiste de gauche. Mais par contre, quand les économistes de droite, qui sont clairement de droite, qui prennent des positions politiques de droite, vont à la télé, on leur dit jamais vous êtes un économiste de droite. On leur dit vous êtes un économiste. Vous voyez. Et il y a quand même un énorme souci avec ça. Et je crois qu'il y a un problème de formation des journalistes aussi, et notamment à la télé, qui ont un vrai souci avec ça. Salut Tols, on critique les journalistes à la télé. On les aime bien quand même, mais sur les grandes chaînes, c'est quand même un vrai souci, de voir que droite égale neutre et gauche égale gauche, Bref, c'est un souci. J'arrive, ça parle de la droite directe. Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, on va parler de Bitcoin. Le Bitcoin. On a des fans, évidemment, de Bitcoin par ici, des fans de Dogecoin. C'est à cause de ça que ma mère aime pas trop mes études. C'est quoi tes études, chevrotte? Est-ce que c'est des études de droite? C'est drôle le moment où elle était étonnée qu'il soit de gauche, mais contre l'annulation. Ah oui, non, mais en fait, moi, je fais partie de ceux-là. Donc, c'est marrant parce que Jean-François Posso, qu'on a reçu, il est pas du tout d'accord. Enfin, il pense que si on est contre l'annulation, ça veut dire qu'on est de droite ou qu'on fricote. Évidemment, je suis pas du tout d'accord avec lui. Mais vous voyez, entre amis, etc., on n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tout. Je ne suis pas, moi, du tout pour l'annulation. Mais pour une raison qui n'est pas c'est impossible, ça va mettre l'État en faillite, c'est n'importe quoi. Alors ça, c'est ce que disaient les gens de droite qui n'y comprennent rien. Mais parce que c'est, très bien, on peut faire l'annulation, mais est-ce que le coût, est-ce que le jeu politique et les gains qu'on va en retirer en valent la chandelle? Moi, je crois pas. Je pense que c'est beaucoup de capital politique qu'on essaierait de mettre en branle pour un résultat qui sera, à mon avis, beaucoup trop faible. Et surtout, ça nous enlève pas, arrêtez avec votre histoire de Dodge, sinon, ça nous enlève pas de la domination financière. Moi, je vous dirai ça vendredi, je vous ferai un peu mon point de vue là-dessus, sur la dette. J'ai fait 6 mois de fac d'éco, j'ai été écœuré par le programme, notamment la prépondérance des maths et de la microéconomie. Ça, c'est l'enfer sur Terre. Ça n'avait aucun sens. À côté, il y avait des cours brillants sur l'histoire éco et sur l'humanité. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair. As-tu lu l'article de Tim Swanson? Si oui, qu'en penses-tu? Je n'ai pas lu l'article de Tim Swanson. Donc, du coup, nécessairement, je n'en pense rien. Verdier-Molinier de Volmenia se présente toujours comme dirigeante d'une fondation. Et oui, en fait, ça c'est marrant. Ça, du coup, je ne savais pas, mais dans mes batailles, forcément au quotidien, le patronat, j'ai remarqué que notamment au MEDEF, ils avaient en fait pas vraiment d'économistes maison. Je me suis dit, c'est quand même bizarre parce qu'il y a tout un argumentaire économique et blablabla. L'annulation de la dette, non, on en parlera un peu plus vendredi, mais sans rentrer dans le détail. Pour moi, c'est pas le sujet majeur, mais ça, c'est mon point de vue. Et quand Jésabel Coupé-Soubiran viendra le 15 mars, elle aura évidemment un point de vue bien différent du mien. Et donc, ce sera très intéressant d'écouter ce que Jésabel dira. Moi, je prétends pas avoir la vérité absolue, ni que mon point de vue sur les stratégies de politique économique à adopter est nécessairement meilleur que quelqu'un d'autre. Il est appuyé sur un certain nombre d'éléments. Je ne sors pas mon point de vue de nulle part. Mais je n'ai pas de garantie que d'autres n'aient pas un avis qui vous paraîtra plus convaincant. Merci Steph, merci Gegorgege. Et qu'est-ce que je voulais dire juste avant? Oui, alors sur la fac d'éco, c'est sûr que c'est un vrai problème. Ah oui, Verdier-Molinier sur l'IFRAP. Évidemment. Ce truc-là, en fait, voilà, le MEDEF, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu d'avoir des économistes en interne,
eh ben, ils financent 3, 4, 5 fondations de trucs obscurs, l'Institut Montaigne, l'IFRAP, tout ça. Ce qui fait que bah, ces gens-là, ils font le taf à leur place et c'est beaucoup plus malin politiquement. Vous voyez, parce que dans l'esprit de plein de gens, bah, vous voyez un truc qui s'appelle l'Institut, Fondation, Recherche, Action publique, machin, vous vous dites, bah, ça fait sérieux, c'est sûrement un truc de recherche. Ça, vous voyez, c'est un peu un acronyme comme CNRS, et donc du coup, quand on connaît pas le milieu, bah, ça fait sérieux. Vous voyez, il y a vraiment un effet comme ça de sérieux. Je trouve que c'est hyper important, ça, un effet de crédibilité. Avec un acronyme bizarre, vous arrivez sur un plateau télé. C'est comme si moi, vous voyez, au lieu de bosser directement pour... alors en plus, là, ce que je dis là n'est pas du tout là, forcément nécessairement lié à mon boulot, mais c'est comme si, au lieu de bosser pour la CGT, je bossais pour un truc qui s'appellerait la Fondation pour la recherche sur la société, un truc comme ça, et que j'arrivais à la télé comme ça, vous voyez, c'était financé par la CGT, et on me dit bonjour Mathieu Coq, vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche sur la société, merci beaucoup d'être venu parmi nous, et je dirais, mais c'est un plaisir, t'inquiète pas. Ensuite, il me dirait, alors du coup, vous pensez quoi de tel et tel sujet? Et là, je dirais des trucs bien de gauche, et je dirais, mais attention, je le dis en tant que président de la Fondation pour la recherche sur la société, je suis quand même pas n'importe qui, vous voyez? Et ça, cette espèce de règne de l'expertise, bah, ça fait un problème, quoi. Et quand dans le même temps, vous avez des économistes qui, du coup, sont eux, de fait, pour le coup, des experts de leur matière, qui défendent des points de vue qui sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on entend tout le temps, on va toujours les ramener à « Ah oui, mais vous êtes un économiste de gauche. » Vous voyez? Donc, bon, on a bien compris que vous étiez militant, pas les autres. Vous voyez? C'est quelque chose d'intéressant. À propos des médias, de la place de l'économie et de la finance, ce serait top de faire des débriefs, analyses des shows de BFM Business, les experts ou C'est votre argent ou tout autre podcast éco. Eh ben écoute, pourquoi pas? Mais de toute façon, ça se trouve, mais je suis en train de me dire que... oh là là. Il y a tellement de choses à faire, j'ai tellement de projets qu'il me faudrait... Enfin, en tout cas, sur ces questions qu'il me faudrait 14 vies en même temps, vous voyez. Le vendredi matin, très tôt, il y a Dominique Seux versus Thomas Piketty. Et c'est vrai que ça, on devrait l'écouter en live ensemble, ce serait génial. Ah, mais on pourrait, en fait. C'est hyper tôt le matin. On pourrait l'écouter et commenter avant d'aller au boulot, pour moi. Super idée. Pourquoi pas? Un jour, on fera peut-être ça. Mais ouais, de manière générale, je pense que quand il y aura des éléments échos, des émissions, des machins, faudrait qu'on les commente en direct, vous voyez, des trucs s'il y a le soir ou je sais pas quand. Donc n'hésitez pas à me dire quand vous voyez passer des... Parce que moi, j'avoue que je suis pas forcément ce qui se passe à la télé, hein. Mais quand vous voyez passer des trucs, vous me l'envoyez soit sur le Discord, soit sur le Twitter. Alors regardez. Merde. Pardonnez. Je voulais pas dire... Le Discord est là. Ou alors, sur Twitter, vous me dites... Ah mince, du coup, j'ai pas fait le truc avec Twitter, ça marche pas du tout. Pas forcément en direct, ouais, même en replay ou quand vous voulez, mais hésitez surtout pas à m'envoyer ces trucs-là, ça, ce sera avec plaisir pour débriefer, ça permet de voir aussi les failles des arguments qui sont avancés, ça permet de réfléchir, ça me paraît très bien. Il faudrait des chiens de gauche. C'est ça, les chiens de garde. Le Discord, le Twitter et le Facebook, ok boomer. Ah non, mais alors moi je suis totalement un boomer, hein. Donc Geekel qui est l'anti-boomer par excellence. Elle maîtrise sur le bout des doigts le fonctionnement des réseaux de la toile. Et moi, évidemment, j'ai un micro et j'ai une grande gueule, mais à part ça, je suis un peu une buse, quoi, sur les questions techniques, tout ça. Mais viens donc, regardez ce que j'ai écrit, c'est pas mal ça. Faudra que je modifie à un moment quand même le Nightbot sur des trucs. Cœur avec les mains, ouais, complètement. L'anti-boomer n'utilise plus les pronoms, c'est clair. Elle est dans le monde d'après, elle va juste dire les mots, elle va enlever des mots. Est-ce qu'on lit ce petit article des Échos sur le Bitcoin que j'ai vu passer cette semaine et que je me suis dit je vais pas lire, je vais plutôt le lire avec vous. Un vrai surfeur du web. Ben, c'est ça, hein. Complètement un surfeur du web. Comment le Bitcoin a gagné ses lettres de noblesse? Alors attendez, tant que je suis là. Donc j'ai mis le nouveau planning sur le Discord, hein. Donc n'hésitez pas à y aller. Dans la section qui s'appelle Annonces, il y a donc la mise à jour du planning avec les nouveaux invités. Voilà. Discord, on y est bien. Salut Witsantem, comment ça va? Alors j'imagine que j'écorche vos noms régulièrement. J'espère que vous me pardonnerez. Alors le Bitcoin, on est chaud pour le Bitcoin? C'est parti. Comment le Bitcoin a gagné ses lettres de noblesse? Et oui, je continuerai à dire Bitcoin contre vents et marées. Le Bitcoin fait irruption dans les bilans des groupes, notamment technologiques, pour diversifier et doper le rendement de leur trésorerie. Ah oui, parce que ça rapporte, de fait, ça n'arrête pas de monter. Tesla vient ainsi d'annoncer l'achat de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Elon Musk, il est fou. La devise numérique est désormais perçue comme créateur de valeur pour les entreprises et actionnaires. Salut Nino, ça a l'air bien ici. Oh bah ici on est plutôt bien, hein.
Enfin, je pense, du moins j'espère. Ça rapporte pour l'instant. Bah oui, c'est tout le principe des bulles. Donc on remercie l'auteur de l'article, toujours. Hein. Nessimaïd Kassimi, merci à toi d'avoir écrit cet article. Nous le lisons. Devise iconoclaste. Ah oui, alors, quand je dis ça, c'est n'hésitez pas à envoyer de l'amour aux journalistes qui font le boulot sérieusement, chez Alter Echo, chez Mediapart, vous voyez, parce qu'évidemment, là, on critique le vieux média qui est la télévision, les tubes cathodiques, parce qu'ils nous gonflent et qu'ils font toujours intervenir les mêmes personnes, mais nos journalistes qui font le boulot correctement ont bien besoin de notre amour en cette période trouble. Donc n'hésitons pas à le faire savoir. Il faut être critique et en même temps bienveillant à l'égard de ceux qui font le boulot correctement. Devise iconoclaste cherche entrepreneur atypique, anti-establishment et ayant le goût du risque pour union libre et sans contrainte. Mais qu'est-ce que c'est que cette citation? Le monde, en fait, c'est même pas une citation, j'espère. Le monde des cryptos a célébré en grande pompe un nouveau mariage en pleine pandémie et morosité planétaire. Le Bitcoin a bondi de plus de 20% après l'annonce par Tesla de son achat de 1,5 milliard de dollars de la fameuse devise pour y placer près de 8% de sa trésorerie. Si ça, c'est pas une bulle, je sais pas ce que c'est. Hein. Ou en tout cas un mouvement spéculatif, je ne sais pas ce que c'est. Le groupe d'Elon Musk voit des perspectives prometteuses pour cet actif atypique. Vous voyez qu'on parle d'actif, c'est bien un crypto actif et non pas une crypto-monnaie. Encore jeune, né en 2009, et dont le cours s'est rapproché des 50 000 dollars, 40 000 euros cette semaine. Il y a vraiment des gens qui ont dû se faire du pognon, mais un truc violent. Hein. Les critiques comparent l'achat d'Elon Musk à une bulle qui rachète une autre bulle. Double bulle. Depuis plus d'un an, les cours du Bitcoin et de Tesla s'envolent de concert. Aujourd'hui, leur union sacrée est actée et les actionnaires de Tesla deviennent indirectement des détenteurs de Bitcoin. GAFA en embuscade. Le groupe automobile High-Tech n'est pas le seul dans ce cas. Il a rejoint la dizaine de groupes, Square, MicroStrategy, Mogo, qui ont fait entrer le Bitcoin dans leur bilan. Leurs actionnaires n'ont pour l'instant pas eu à se plaindre, car cet investissement a fait bondir la valeur de leurs titres. Twitter a annoncé mercredi qu'il réfléchissait à franchir le pas pour des achats de Bitcoin et le paiement de ses collaborateurs dans cette monnaie. Alors moi, le premier qui me paye en Bitcoin, je lui dis d'aller se faire frire les miches très rapidement. Je remets un petit coup de musique. Qu'est-ce que je disais se faire frire les miches si tu me payes en Bitcoin. Voilà. Un poids lourd de Wall Street, BNY Mellon, et un autre déplacement, Mastercard, viennent de se lancer sur les cryptos. Les autres géants des GAFA, comme Apple et Google, pourraient se joindre au mouvement. Ils peuvent acquérir des bitcoins pour leur trésorerie ou dans le cadre de leurs activités s'ils acceptent les paiements dans les cryptos. Facebook a choisi de se lancer en solo sur les cryptos, pour convertir sa toute-puissance en souveraineté monétaire, avec sa propre monnaie, le Libra. Et oui, ils tentent aussi des monnaies, pour le coup, privées. Bon, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas de visibilité de mon côté, il faudra que je creuse un peu le sujet. Quand le groupe américain a dévoilé son projet en juin 2019, le Bitcoin valait 5 fois moins qu'aujourd'hui. 9 300 contre 45 000 dollars. Wow, 5 fois plus. Dieu. Cette annonce avait été accueillie de manière favorable par le marché, car cette initiative offrait une publicité mondiale aux cryptos et attestait de leur potentiel de long terme. Mouvement de masse. De la Silicon Valley à Wall Street, les convertis grossissent chaque jour là. Vous fichissez le hashtag friture de miche pour réagir sur Twitter. Ah là là, vous me faites marrer hein, cette fin de journée. Alors attendez, parce que j'ai perdu le fil. Les convertis grossissent chaque jour l'armée des investisseurs sur le Bitcoin, dont le nombre dépasse les 100 millions pour constituer un sixième continent numérique. Avec le développement du marché, la communauté, vous voyez, quand je vous parlais de communauté dans tous les sens, quand je vous parlais de ma thèse, bah on y est là. La communauté crypto, la fameuse, s'est élargie et s'avère bien moins homogène qu'à ses débuts en termes d'intérêts financiers, idéologiques, politiques, etc. Bien sûr. Cette devise apatride et hors sol, car non liée à un État, se joue des frontières et de la censure. D'un phénomène confidentiel, la Bitcoin mania donc, est devenue un mouvement de masse qui transcende les origines et les classes sociales. Elle est un acte de foi dans un système monétaire et de paiement alternatif sans banque centrale. Donc oui, il y a évidemment quelque chose aussi de l'ordre de la volonté politique, hein, de se dire il faut se passer des banques centrales, etc. Il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant à reconstruire idéologiquement sur ce qui est en train de se jouer, mais il faudra attendre encore un peu pour voir justement comment tout ça se met en place. Mais entre d'un côté le mouvement de la théorie monétaire moderne, les monnaies alternatives, / les cryptos, il y a vraiment quelque chose qui est hyper intéressant à analyser, mais j'avoue qu'il faudrait qu'on invite des spécialistes pour en parler. Et notamment, pas seulement des économistes, mais aussi des spécialistes de sciences politiques ou de sociologie d'ailleurs. C'est cette liberté et l'indépendance monétaire qui en découlent qui fondent la valeur de son système de transaction.
Le Bitcoin veut instaurer la monnaie sans les banques centrales et son corollaire, dans un monde décentralisé, la finance sans les financiers. Vous vous rappelez? Moi, je me rappelle qu'Internet aussi, enfin plutôt au début, il y avait quand même ces histoires, notamment le Web 2.0, voilà, décentralisé, tout ça. C'est le communisme déjà là. Hein. Combien de papiers j'ai lu sur le Web 2.0, c'est le communisme déjà là, tout ça. Et puis maintenant, ils sont un peu emmerdés, si vous voulez. Il y a vraiment quelque chose. C'est que le Web 2.0, ça peut aussi servir à autre chose que le communisme déjà là. Attendez, engueulez s'il vous plaît sur le chat Geekel qui m'envoie des messages en même temps. Dites-lui que je peux pas répondre. Voilà, ça suffit Geekel. Et donc, il y a quand même quelque chose qui moi me fascine hein, là-dessus. Comment ça crée des mouvements de masse et qui sont pas seulement de la pure spéculation, qui sont aussi ça intègre des conventions. Je vous parlais d'économie des conventions qui sont intéressées à ça sur les marchés financiers. Il y a vraiment quelque chose hein, où on s'arrime à des conventions à un moment donné et le Bitcoin joue vraiment quelque chose là. Le Bitcoin, et oh Geekel, le Bitcoin veut instaurer la monnaie sur les banques centrales, voilà, je l'ai déjà dit, la finance sur les financiers. Merci Evra Rigno. Et n'oubliez pas que vous pouvez devenir cotisant à cette chaîne en prenant évidemment un sub. Toujours pas eu de pognon de Twitch. Un jour, quand il y aura du pognon de Twitch, on fera un live pour donner le pognon, enfin la partie du pognon qu'on avait dit, aux caisses de grève. On décidera collectivement d'à qui qu'on donne. Renforcé par la crise du Covid-19. Le Bitcoin ambitionnait d'être une monnaie, mais il est aujourd'hui trop volatile et rentable pour remplir ce rôle. Eh ben oui, il n'est pas assez stable pour être une monnaie. Mais ne la ferme pas, Geekel, t'inquiète pas. Mais n'hésite pas à parler sur ce chat. Le Bitcoin est devenu un bon placement. Pourquoi dépenser et céder une devise qui peut gagner 20% en une journée? Le marché des cryptos est sorti renforcé de la crise mondiale du Covid-19 grâce à ses performances et sa résilience. Et vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se passe. Vous comprenez là avec ça la logique de la bulle rationnelle. Puisque vous savez, d'accord, que tout le monde se met à acheter de la crypto, que tout le monde y croit entre guillemets, il y a peu de chances pour que ça redescende. Et il se passe quelque chose de très paradoxal sur les marchés financiers, c'est que plus les prix montent, plus la demande augmente, ce qui est l'inverse de la logique de la loi de l'offre et la demande. Normalement, si le prix d'une télé monte, en théorie, avec la théorie de base néoclassique, si le prix monte, la demande devrait diminuer. Et donc du coup, le prix va rediminuer, ça va stabiliser, et voilà, équilibre offre-demande qui bouge, tout ça. Bon. Là, c'est l'inverse sur le marché financier. Tout le monde en veut de ce truc-là. Et limite, en fait, la stratégie, c'est d'être celui qui pourra surfer la vague le plus longtemps et sortir juste avant que la bulle pète, vous voyez. Il se peut très bien qu'on soit dans cette configuration-là. Il peut désormais légitimer... Et puis surtout, quand vous êtes un investisseur, au lieu d'aller... Vous voyez bien un peu le problème qu'on a avec les marchés financiers, ce dont parlait Olivier Passet tout à l'heure. Au lieu d'avoir... investir sur 30 ans dans un truc qui serait par exemple, je sais pas, je prends au hasard, le verdissement du ciment, ça coûte hyper cher, c'est hyper chiant le ciment, vous voyez, mais c'est fondamental de savoir comment on fait pour les déchets, les rejets, machin. Sur 30 ans avec un potentiel productif qui va mettre beaucoup de temps avant que ce soit rentable, tout ça. Là, on a un souci. Hein. Alors que vous mettez un peu de pognon sur le Bitcoin pendant quelques années, ou même pas quelques mois, vous reprenez ensuite, pouf, vous avez fait des gains. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis. Et avec ça, il faut en finir. Alors, je vois que ça parle de la ferme des célébrités, mais qu'est-ce qui se passe dans ce chat? Le chat est devenu complètement dissident dès que ça parle de Bitcoin. Tous les anciens de la ferme célébrité ont-ils acheté des Bitcoins? Écoute, je poserai la question à des spécialistes. Ce sera la première question qu'on leur posera. Les gens de la ferme célébrité ont-ils acheté du Bitcoin? Très bonne question. Donc, il peut désormais légitimement prétendre intégrer les portefeuilles des grandes institutions, même les plus conservatrices. Depuis plus d'un an, de nouveaux investisseurs, entreprises, banques privées, fondations, sociétés de gestion. Je vous rappelle qu'on parlera des banques privées avec Laurence Yalom le 31 mars. Notez ça dans vos agendas. Diversifient une partie de leurs capitaux sur les marchés des cryptos et Bitcoin. Car le cours de cet actif atypique est peu influencé par les marchés traditionnels. Ça, c'est un peu tout le problème, en fait. C'est quand sur les marchés financiers, ça n'a plus de lien avec les marchés traditionnels ou les autres types de marchés, on a un souci. Hein. Et les statistiques habituelles, chômage, croissance, vous voyez. Vous avez un truc qui monte quand dans le reste de l'économie c'est le bordel, c'est que d'un seul coup il y a des gens qui gagnent de l'argent et qui savent plus quoi en foutre, et de l'autre côté vous avez un vrai souci qui rythme leur vie. En évoluant de manière indépendante, il a de fortes propriétés de diversification. Dans un environnement de taux bas et de valorisation boursière élevée, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la vidéo, hein, les institutionnels voient dans les cryptos un dopant pour le rendement de leur portefeuille. En gros, ils se disent, bon c'est sûr que ça peut être une bulle, c'est sûrement risqué, mais
bah écoute, je me mets un petit coup de boost quand même dans mes placements dans mon portefeuille. Donc le portefeuille, je rappelle, hein, c'est, vous savez bien ce qu'on dit, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ben c'est ça, vous n'allez pas investir tout dans le Bitcoin, vous allez diversifier vos portefeuilles avec des choses plus ou moins risquées, etc. Enfin, quand je dis vous allez faire ça, il faut avoir du pognon pour faire ça. C'est pas un truc de pauvre, le rendement du portefeuille. Il inclut déjà presque toute la palette des produits financiers. Contrat à terme, options. Contrat à terme, options. Si vous vous rappelez de ce dont on a parlé, c'est quand on a parlé de GameStop. Je vous renvoie soit sur la vidéo YouTube que j'ai consacrée, enfin la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet, soit sur la vidéo sur Combini où j'ai parlé de GameStop. De quoi attirer les investisseurs professionnels. Le géant de la gestion d'actifs mondial BlackRock vient d'annoncer qu'il allait investir sur le Bitcoin pour le compte de ses clients désireux d'accepter un certain niveau de risque. Eh ben oui, contrepartie du rendement élevé espéré. Les sceptiques d'hier, comme JP Morgan, ne sont pas les moins enthousiastes aujourd'hui sur les perspectives d'évolution du Bitcoin. Emballement et dépression, ah c'est là que ça se gâte. Là on se marrait bien, tout le monde est content. Il y a un livre que, il faudrait que je l'invite, mais est-ce qu'il serait chaud pour faire ça, mon ami André, je suis pas sûr. André Orléans, un de mes plus grands maîtres à penser, que j'ai eu la chance de faire un mini-mémoire à l'époque pour lui. C'est un des créateurs de l'économie des conventions, spécialiste notamment des marchés financiers, un génie comme on en rencontre rarement, et j'aimerais beaucoup, bah oui, j'avais aussi fait un mini-mémoire pour Lordon justement à l'époque, sur ces histoires-là, économie de la régulation, tout ça, théorie de la régulation, pardon, mais c'était il y a longtemps, mais si seulement André Orléans pouvait venir parler, ce serait marrant, mais à mon avis il aura la flemme de faire ça. Bref, je vous poserai la question quand même. Les financiers et les bourses traditionnelles l'envisagent comme un nouvel actif à ajouter à leur offre. Ne pas y succomber, c'est laisser ses concurrents leur prendre des parts de marché et des commissions élevées. Ça, pour moi, c'est la base de la base de la base de l'euphorie. Et vous comprenez ce que là, je vous parlais de bulle rationnelle, c'est exactement ça. C'est la même chose que pour les subprimes. Alors évidemment, là, les banques sont pas encore totalement dans le jeu, mais l'idée est la même. Tout le monde sait que potentiellement ce truc-là, c'est de la pipe, pour parler comme mon président chéri. Mais si vous n'y allez pas, votre fonds, imaginez vous êtes un gestionnaire d'actifs. Si vous n'y allez pas, ben vous l'avez dans l'os, quoi. Parce que tous les autres y vont. Vous êtes obligé d'y aller. Ça crée un mouvement de foule, quoi. C'est impressionnant, hein. Donc, vous voyez, finance, concurrence, tout ça, ça crée des bulles. La devise de la contre-culture monétaire est progressivement adoubée par Wall Street. Et sans trahir son âme, car les règles de fonctionnement du réseau de transactions et d'émission de Bitcoin n'ont pas changé. Cet actif fétiche des réseaux sociaux connaît, comme eux, des épisodes d'emballement spéculatif et de dépression. Les marchés ne parviennent pas à s'entendre sur une valorisation de référence des cryptos, comme ils le font pour les actions et obligations. Cette incertitude entretient sa volatilité. Donc volatilité, c'est que ça peut bouger, hein, même dans une même journée, très fortement. Et c'est ça la grande différence avec une monnaie. Une monnaie, c'est très clairement, normalement, censé être stable. C'est à ça que ça sert notamment les banques centrales. Hein. Et qui a dit c'est de la pipe? Non, c'est pas Chirac, c'est Mister Emmanuel Macron, qu'on salue, bien sûr. Bisous à toi, Manu. Les cours vont encore connaître des corrections parfois violentes. Non, mais le saluez pas. Hein. Mais peu prédisent aujourd'hui un éclatement durable de la bulle des cryptos qui engloutirait définitivement ce marché. Alors ça me rappelle aussi ce que je lisais il y a... Quand j'ai travaillé un peu sur les questions des subprimes à l'époque, enfin, pour le coup, c'était pas en faisant de la recherche, hein, c'était pour faire des cours, etc. là-dessus. Parce que tout le monde disait en 2005, 2006, etc. Ah mais non, mais les subprimes, c'est pas du tout une bulle. Hein. Le marché immobilier américain, il n'y a pas de problème. Hein. Les fondamentaux sont hyper solides. Et il disait pareil. Tu vois, Pimat, il disait, bah ouais, mais attendez, c'est un marché en construction. C'est le nouveau normal, vous savez. Merci Marquinos et Elsquick pour vos follows. Plus le temps passe et plus les partisans du Bitcoin l'apprécient davantage. Alors que ses détracteurs le détestent encore plus pour ne pas avoir disparu. Bon. Compte tenu de l'envolée des cours, ces sceptiques sont de moins en moins audibles face à ceux qu'ils qualifient de hooligans de la tech et de scientologues monétaires. ça pique. Un peu comme le phénomène GameStop, qui rêve d'un coup d'état financier à Wall Street par les boursicoteurs du dimanche, les partisans des cryptos fantasment sur un grand soir monétaire. Merci Actario pour ton prime, tu es devenu un cotisant de la chaîne. Un crack mondial de la première des devises, le roi dollar. Ah oui, alors ça, la chute du dollar, ça fait 40 ans qu'on en entend parler, même plus que ça, 50 ans, 60 ans. Still no. Sur les décombres de l'ordre monétaire ancien, les survivalistes de la finance espèrent assister à la grande féerie de la débâcle des élites politico-financières. Le succès du Bitcoin, la devise qui surfe sur les crises, est allé de pair avec la perte de confiance dans les institutions traditionnelles financières et politiques. Et alors ça, effectivement,
On n'est pas obligé de défendre les institutions traditionnelles financières et politiques pour critiquer le Bitcoin. Hein. Je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. C'est un peu comme l'annulation de la dette, vous voyez. C'est que moi, je suis pas du tout convaincu par cette histoire de Bitcoin, et pourtant, je suis ultra critique des institutions traditionnelles financières et politiques. Mais il y a aussi un effet là de cadrage politique, vous voyez. Le Bitcoin, il va vous dire, ah bah, si vous n'êtes pas avec moi sur le Bitcoin, ça veut dire que vous êtes pour le vieux monde. Mais enfin, soyons sérieux. Non, sérieux. Une tendance de long terme qui va encore jouer en sa faveur. Eh ben, plutôt un bon article, ça, mon cher Nessim Maïd Kassimi. Merci. Après, la part des fonds gérés de manière active ne fait que diminuer aux USA comparé aux fonds passifs. Ils ferment les uns après les autres. C'est de plus en plus compliqué à satisfaire leurs investisseurs. Ah bah oui, ça c'est... Certains disent qu'on est en bout de course. Alors j'ai quelques amis qui bossent aussi en ce qu'on appelle en desk, donc en finance, notamment dans des grosses boîtes françaises, des grosses banques d'investissement françaises, et ça a l'air d'être le stress permanent. Tout le monde se dit, bah là on se tient, et faut pas qu'on lâche, parce que s'il y en a un qui lâche, on se casse encore tous la gueule. Et évidemment, je vous le donne en mille, qui c'est qui va payer derrière? C'est nous. Surtout que la hausse récente du Bitcoin, elle vient pas en critique des institutions tradies. Bah non, ouais, c'est même pas du tout certain. L'article entier traite de la vague de tradis qui rentre dans le jeu. Bah c'est ça. C'est pas du tout... c'est un peu comme la contre-culture qui se fait bouffer par la culture dominante, quoi. Donc voilà pour ce premier papier. Bon, je pense pas qu'on aura le temps de parler du revenu universel, aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors celui-là, il est un peu plus long, je vous préviens. Hein. Faire une petite pause avant quand même, parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais lire vos histoires sur le chat un petit peu avant. Et je remercie encore une fois Actario pour son Prime. C'est de la pipe, le pote à l'ordon. Ça va, j'ai rien de trop raté, je crois. Hein. Les petits porteurs n'auraient pas le temps de vendre à temps le jour où ça se casse la gueule. Bah ouais, ça c'est à peu près sûr. Hein. C'est à peu près sûr. J'ai soif. Le revenu universel de génération, c'est pas grave si on n'en parle pas. Non, bah oui, non, moi, je suis pas du tout convaincu par ça. C'est même le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, ah bah si, on regardera peut-être quand même la petite vidéo, qui est celle-ci, de Olivier Passet, le même, sur revenu universel contre hausse des salaires, il faut choisir. Alors je l'ai pas encore vu, donc on la découvrira ensemble. Mais lisons d'abord l'article de Mathieu Montalban sur le Bitcoin. Si j'ai des bitcoins et que j'achète des Astro, des Goals et des TD en espérant gagner plus, dois-je être brûlé en place publique? Écoute, ça me paraît être une stratégie gagnante, Geekel. Alors attends, je vous mets déjà aussi... Ça, c'est l'article qu'on vient de lire des Échos. Et ensuite, l'article que j'ai prévu de lire sur le revenu universel, c'est celui-là. Un article de Guillaume Allègre. Mais on va voir si on a le temps. D'abord, on lit celui sur les bitcoins. Au pire, on le lira vendredi. On le lira vendredi, mon cher Punish Donut. Parce que j'aurais pas le temps de préparer un PowerPoint avant vendredi. Ah oui, donc ce que je disais aussi la dernière fois, c'est que la structure de la semaine classique telle qu'on va faire après à Geekel est régale, bah bien sûr. La structure qu'on va faire dans les semaines qui vont venir, ce sera lundi invité quand il y en a un ou une. Mercredi, du coup, peut-être plus moment où on parle d'un sujet spécial, genre les classes sociales, trucs comme ça. Si j'ai le temps, je ferai un petit PowerPoint, mais pas à chaque fois. Je vais pas vous le vendre, ce serait mentir. Et le vendredi, on fera justement point d'actu, revue de presse, tout ça. Et parfois, quand j'aurai trop de boulot, eh ben on fera genre 2 points d'actu mercredi, vendredi. Hein, c'est pas très grave. Pas comme s'il manquait des choses de l'actu. Donc on va lire un article de Mathieu Montalban, qui est prof et qui est chercheur au Greta à l'université de Bordeaux. Un monsieur très gentil. Et donc, vous voyez correctement l'article, hein, à peu près? Bon. Bitcoin, crypto-monnaie et blockchain. Mirage ou miracle? Bonne question, Mathieu. Donc ça date de... Belote, je la ferme. Mais non, arrête de la fermer. Merci, Pascal Now, pour ton follow. Les pratiques liées au Bitcoin et à la blockchain, ou technologie de la chaîne de blocs, ça c'était important de le traduire. Vous voyez? Blockchain, chaîne de blocs, vous l'aviez ou pas? Comment ça se répandre? Pour certains, ce n'est qu'un gadget ou encore une arnaque. Pour d'autres, c'est une vraie révolution qui pourrait durablement transformer le système monétaire et financier, voire le système économique. Foutu Académie française, c'est ça. On se propose dans cet article de faire un point sur les origines, potentialités et risques associés aux crypto-monnaies et à la blockchain. Cet article se focalisera sur les crypto-monnaies comme Bitcoin. Après un retour sur leurs fondements philosophiques, nous verrons quels sont les raisons et les avantages expliquant le développement du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Nous aborderons ensuite leurs limites et les critiques qui peuvent en être faites. Là, on sait qu'on est chez un universitaire parce qu'il annonce son plan, paf, 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 c'est carré. Les fondements philosophiques des crypto-monnaies. On embrasse Régine, hein, qui voulait pas nourrir les canards. Alors,
Je ne sais pas pourquoi tu me parles de Régine. Je ne connais pas Régine. Est-ce que c'est la chanteuse? Le Bitcoin est le produit d'un projet politique et la blockchain est la technologie qui a rendu possible ce projet. Depuis au moins la fin des années 70, et l'article de Friedrich Hayek, ça c'est pour nos amis allemands, des bisous, sur le projet ou d'ailleurs plutôt autrichien, sur le projet de dénationalisation de la monnaie, une des obsessions des libertariens, autre nom des anarcho-capitalistes ou ultralibéraux, est de libérer la création monétaire de l'influence des banques centrales des États. Celle-ci serait selon eux responsable de l'inflation et des prises de risques excessives des banques. Plusieurs projets ont germé dans les esprits des ultralibéraux, inspirés de l'école autrichienne, comme le free banking. Les banques privées se font concurrence pour émettre leur propre monnaie, sans banque centrale pour jouer les prêteurs en dernier ressort. Le retour alors, le 100% monnaie, interdire aux banques de prêter au-delà de leurs dépôts, système qu'on appelle chez les ultralibéraux le système des réserves fractionnaires, parce qu'évidemment on l'expliquera aussi avec Jézabel Coupé-Soubiran et avec Laurent Cialom, mais les banques, elles prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas. C'est même tout le principe du travail des banques. Quand la banque vous fait un crédit, elle crée de la monnaie. Elle écrit sur votre compte, vous achetez une maison, elle écrit plus 500 000, pouf, c'est tout. Et il y a écrit sur son passif, et ben voilà, j'ai plus, enfin à son actif, plus 500 000 c'est le crédit qu'elle vous fait, et à son passif, et ben elle doit, entre guillemets, plus 500 000 à un moment donné, mais elle n'a pas besoin de détenir 500 000 en dépôt pour pouvoir faire ce crédit. Bref, Isabelle et Laurence vous expliqueront ça beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que je regarde là? Heureusement que Nino me comprend. Hello les anglophones, la revue socialiste US Jacobine a publié plusieurs choses sur le Bitcoin, notamment ça. Merci Mrongun93 pour ton partage. Et si vous êtes des lecteurs assidus de l'anglais, n'hésitez pas. Si vous n'en êtes pas, peut-être qu'un jour je pourrais le lire après avoir fait Google Trad, parce que j'aurai la flemme de le traduire vraiment. Inventé au lendemain de la crise de 2008, censé remédier aux défauts du régime monétaire et financier, le Bitcoin se rapproche de cet idéal anarcho-capitaliste d'une monnaie libre, visant à saper le monopole d'émission monétaire par les banques centrales et privées. C'est ce que je vous disais, en fait, les seules banques qui émettent de la monnaie, ben en fait, c'est les banques privées et les banques centrales qui, elles, ont le monopole de la monnaie centrale. Vous voyez ? Mais bon, on ne rentre pas là-dedans maintenant, on en parlera avec Jézabel. Ils n'ont pas l'argent, mais ils le prêtent quand même. Et oui, Benji, regarde-moi ce gros teasing pour dans un mois, quand on parlera de la monnaie avec Jézabel. Tu comprendras tout à ce moment-là. Enfin, du moins, j'espère. C'est un peu la mission que je lui ai, que je lui ai proposée. Créé par un ou des codeurs anonymes surnommés Satoshi Nakamoto, les spéculations vont bon train pour trouver de qui il s'agit. Le Bitcoin est une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie numérique émise de façon décentralisée, sans contrôle étatique, mais contrôlée par un algorithme qui permet d'assurer la sécurité des transactions et l'absence de manipulation ou de faux monnayage. En somme, le rêve de la monnaie anarcho-capitaliste version Silicon Valley. Depuis l'invention de Bitcoin, bien d'autres crypto-monnaies et blockchains ont été inventées, comme Ethereum, Litecoin, Peercoin, etc. Certains libertaires de gauche semblent aussi très excités par cette monnaie, qui s'attaque aux banques et à l'autorité des États. Et oui, il y a bien évidemment des enjeux politiques, des enjeux idéologiques derrière, évidemment. Moi aussi, je vais devenir une banque en auto-entrepreneur, banque nationale. Alors oui, le problème, c'est qu'il va falloir que tu aies beaucoup de clients, sinon tu seras en faillite. C'est aussi pour ça que les banques, en fait, se font... si vous voulez, toutes les banques, elles émettent de fait leur propre monnaie privée. La caisse d'épargne, quand elle vous fait un crédit, elle fait de la monnaie caisse d'épargne. Sauf que quand vous allez acheter, par exemple, je sais pas moi, vous avez un crédit de 100 000 € et vous achetez du pain. Ou alors, je sais pas moi, un bien, peu importe, un peu cher. Bah, en fait, si vous voulez, la personne à qui vous l'achetez, elle n'a pas forcément son compte à la caisse d'épargne, elle peut l'avoir à la Société Générale. Et donc là, la caisse d'épargne, elle doit de l'argent, de fait, à la Société Générale. Vous voyez, il y a un transfert de compte à compte. Et la seule façon de faire ce transfert, c'est de passer par une monnaie, qui est la monnaie centrale. Et donc, il faut demander de l'argent à la banque centrale. Et là, vous comprenez pourquoi les banques se battent pour avoir le plus de clients possible dans la même banque. Parce que si vous êtes un agent A à la caisse d'épargne et que vous faites un virement à l'agent B dans la même banque, il ne se passe rien concrètement pour la banque. L'argent, il n'est pas parti. Vous commencez à comprendre des trucs? Nice. On en parlera beaucoup plus en détail plus tard. Pardonnez-moi. Une monnaie, pour s'institutionnaliser, a besoin de confiance. Il faut que ceux qui l'utilisent croient qu'elle sera acceptée comme moyen de paiement et que sa valeur soit garantie d'une façon ou d'une autre. Vous voyez le problème du Bitcoin là? Sa valeur, elle est garantie par qui? Par personne. Si ça se casse la gueule demain, il se passe quoi? Vous pensez que la Banque centrale va dire « Oh no, du coup je vous garantis la valeur du Bitcoin ?» Rien du tout. C'est garanti par personne, ça. Hein.
Donc la valeur du Bitcoin, elle est purement spéculative, c'est ça le problème. Et surtout, est-ce que vous pensez que si vous baladez avec vos Bitcoins, vous allez pouvoir acheter votre pain, votre journal, etc. Ben non, il faut aussi que ce soit accepté en face. Donc la monnaie, ça repose sur la confiance, élément fondamental. On donne en général 3 sources à la confiance de la monnaie. Une confiance méthodique, liée à l'usage du symbole. Je sais que les autres l'utilisent, donc je l'utilise. La confiance hiérarchique. Je sais que le système des paiements est garanti par la Banque centrale. Et la confiance éthique. L'émission monétaire se fait par des règles qui paraissent légitimes. Pas tout le temps, mais au moins, c'est ça l'idée. On a pendant longtemps pensé que pour assurer la confiance de la monnaie, la confiance hiérarchique et l'État étaient nécessaires. Le Bitcoin tente de se passer de cet intermédiaire centralisé que les libertariens et néolibéraux ont toujours critiqué du fait de la possible manipulation inflationniste de la quantité de monnaie pour assurer le financement de l'État. Bon, ça, ces éléments sont un peu difficiles à comprendre si vous n'êtes pas initié. Le tendance inflationniste, tout ça, on en parlera un peu plus tard, avec Jézabel notamment. Est-ce que tu essaies de m'expliquer que je n'ai en fait que 2 euros source mon porte-monnaie? Bah non, les 2 euros, c'est ce que tu as en monnaie qu'on appelle fiduciaire, c'est-à-dire en billets ou en pièces, quoi, d'accord, en physique. Mais par contre, ce que tu as sur ton compte en banque, n'oublie jamais qu'il est garanti que jusqu'à un certain niveau. Alors c'est quand même élevé, genre 100 000 ou 200 000 euros, je sais plus, par l'État. Mais ce que tu détiens, quand tu détiens de la monnaie, c'est simplement un actif très particulier, parce que c'est le plus liquide. Il est accepté par tout le monde. Et tu sais qu'avec ce billet, tu pourras acheter d'autres choses. Contrairement à un actif illiquide, par exemple, un placement sur un PEL est un peu moins liquide. Quand détenir ce téléphone, vous voyez, c'est pas liquide. En plus, il est pourri. Donc si je paye mon pain avec ça, ils vont me dire « Mais non, mais ton vieux téléphone moisi, ça vaut même pas une baguette. » Ok ? Donc, en fait, l'important, c'est ça, ce qu'on appelle la liquidité. Pardon, scriptural, pas fiduciaire, n'importe quoi. Non, si c'est ça. Fiduciaire, c'est billets et pièces. Et scriptural, c'est ce qui est écrit sur ton compte en banque. C'est les jeux d'écriture. Et en fait, pourquoi aussi le Bitcoin, c'est intéressant, c'est que ce que veulent la plupart des personnes, c'est être capable de revenir à la monnaie. D'accord ? Être capable de revenir à la monnaie, entre guillemets, comment dire ça ? La plus acceptée, et l'étalon le plus accepté pour l'instant, c'est toujours le dollar. Voilà. Donc les crypto-monnaies s'appuient pour cela sur une technique de cryptage et de vérification automatisée, la blockchain. Vous connaissez ça peut-être, j'imagine. Une sorte de grande base de données décentralisée faisant office de livre de compte, un registre distribué, transparent et sécurisé de toutes les transactions depuis le démarrage du système, qui automatise la vérification des transactions en mobilisant la puissance de calcul de tous les ordinateurs du réseau. Qu'est-ce qu'elle est longue cette phrase, Mathieu Montalban, sans contrôle décentralisé sur la base d'un consensus. Je souffle. Elle peut être assimilée à une sorte de système décentralisé d'organisation et de contrôle du transfert de propriété. C'est pour ça qu'on dit mine du Bitcoin. C'est ça qui garantit du coup, entre guillemets, aussi l'architecture du système. Elle s'affranchit donc du tiers de confiance, la confiance hiérarchique. Chaque ordinateur réalise pour chaque bloc de transaction des vérifications coûteuses en calcul et en énergie, proof of work, ou preuve de travail dans le cas du Bitcoin, permettant de maintenir la fiabilité, y compris face à des tentatives malveillantes de pirates diffusant des informations erronées. Ce système est réputé quasi inviolable par les spécialistes de cryptographie. Bravo. Salut Fox Mulderfy. Et bienvenue, on parle de Bitcoin. Enfin, la puissance de calcul de nombreux ordinateurs étant mobilisée, il faut inciter de plus en plus d'utilisateurs à participer au réseau et à assurer la diffusion du Bitcoin. Ah oui, le coût en kilowattheure, ça c'est clair que c'est très élevé. J'avais vu un ordre de grandeur, c'était plus que je sais plus quoi, mais Slade, tu sais peut-être ça, toi qui connais bien ces histoires de kilowattheure. L'astuce vient ici de ce que le propriétaire de chaque ordinateur, qui, en mettant sa machine à disposition, merci Ventiloboy pour le follow, d'ailleurs j'aurais bien besoin de Ventoline, parvient à résoudre les problèmes dits de minage. Les ordinateurs sont des mineurs, mais c'est légal. Obtient des bitcoins en rémunération. Merci Fox Mulderfy. Au fond, les bitcoins sont émis en contrepartie du coût en électricité et en puissance de calcul de la mise à disposition de l'ordinateur. Comme l'algorithme du bitcoin est fait pour que son émission soit limitée, sa valeur par rapport aux monnaies souveraines doit avoir tendance à augmenter, incitant de plus en plus de mineurs à miner, et assurant ainsi la diffusion de la crypto-monnaie. Celle-ci peut ensuite être convertie dans des sortes de plateformes faisant office de bureau de change en monnaie souveraine ou dans une autre crypto-monnaie. Plus d'électricité que la Belgique, ça me paraît énorme.
Le Bitcoin se passe d'intermédiaire bancaire, mais c'est bien possible, hein, et permet donc de réaliser des économies sur les coûts de transaction liés à l'intermédiation bancaire. Oh là là, ça c'est, si vous n'êtes pas économiste, c'est chaud ça. Donc l'idée c'est que, bah oui, effectivement, quand vous passez par la banque, bah, il y a des frais, d'accord, les agios notamment quand vous êtes pauvre, les commissions, les frais de tenue de compte, tout ça, on appelle ça des coûts de transaction. Le transfert des bitcoins ou son échange dans une devise souveraine est, ou plutôt était, assez aisé, ce qui rend possible des paiements sur n'importe quel point de la planète en un temps record, à condition bien entendu que la personne avec qui on les échange les accepte. C'est ça tout l'enjeu. Si quelqu'un veut pas de vos bitcoins, eh ben vous avez l'air malin. C'est un peu comme dans Star Wars épisode 1 que j'ai vu hier soir. Il y a un moment, il y a Qui-Gon Jinn qui arrive avec son padawan Obi-Wan Kenobi. Il arrive sur Tatooine et il veut acheter un super générateur pour son vaisseau mal en point. Le problème, c'est que notre ami, je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de grosse mouche dégueulasse qui vole là, eh ben il veut pas de son argent de la République. Il dit, mon petit pote, et si t'es sur Tatooine, barre-toi bien avec tes trucs, t'as plutôt intérêt de gagner à la course de pod pour avoir de la vraie monnaie. Voilà. Eh ben, c'est un peu le problème avec les bitcoins. Vous arrivez à Tatooine avec des bitcoins, ils vous disent, mais j'en veux pas de ton machin, ben, c'est un peu tout l'enjeu, vous voyez. Retenez bien cette comparaison. N'hésitez pas à clipper ce moment Star Wars épisode 1. Bientôt dans vos écrans, d'autres comparaisons avec des films Star Wars. Le transfert des bitcoins ou son échange dans une devise souveraine est, ou plutôt, alors ça je l'ai déjà dit, à condition qu'on les accepte. Bon. Par ailleurs, ce transfert n'est possible que si, préalablement, les bitcoins existent sur un compte. Il n'y a pas ici de système de réserve fractionnaire. Les banques ne peuvent créer de monnaie par crédit. Vous voyez ? En fait, quand les banques font un crédit, elles créent de la monnaie. Ce qui, dans la vision ultralibérale, est une vertu, protégeant des risques inflationnistes, c'est-à-dire la montée des prix, et du faux monnayage dont ils accusent les banques. D'ailleurs, c'est Mathieu qui joue Anakin dans le premier Star Wars, c'est ça. J'ai surtout joué dans 2 films très connus. Master and Commander, ça c'est évidemment le sosie, à l'époque où j'avais les cheveux longs. Et encore, dans quoi j'ai joué ? Dans Very Bad Trip. Si je mets des lunettes, c'est évident. Ainsi, le Bitcoin peut être considéré comme une sorte d'or numérique, et le régime monétaire qu'il instituerait, s'il venait à se généraliser, nous discutons après de la faisabilité de ce scénario, ressemblerait à un régime d'étalon or, le terme de minage étant utilisé à dessein. D'accord ? Donc l'idée c'est, puisqu'il y a un nombre limité, ça fait un peu comme l'or, donc il a une quantité limitée aussi, et le régime monétaire, et bah du coup, ça rimerait autour de cet étalon entre guillemets quasiment physique, hein, même si là il est immatériel, et du coup on aurait un peu une logique qui serait comme ça. Je me souviens plus de ta période cheveux longs, bah t'as bien de la chance parce que moi oui. un jour je vous donnerai à boire, Benji. Je bois un petit coup d'eau. Un jour je vous montrerai une photo. Ça peut être un sub goal. À 100 subs, je vous montre la photo de moi avec des cheveux longs. Ça, c'est cadeau. Et là, on fait la une de tous les journaux, je pense. Une critique majeure consiste à dire que le Bitcoin est un pur produit spéculatif. Il n'est en effet guère discutable qu'il soit un actif spéculatif. La plupart des personnes investissant dans des crypto-monnaies le font pour obtenir un rendement élevé. De fait, le Bitcoin s'apprécie au fil du temps, et au vu de la croissance de son cours, on peut légitimement se demander s'il ne s'agit pas d'une bulle. Là, on était en 2017, donc on est encore bien plus haut. Plus haut. Est-ce une bulle ? En l'occurrence, l'algorithme du Bitcoin fait que la création monétaire par Bitcoin est limitée à terme à 21 millions d'unités. Vous avez bien lu. Il n'y aura en tout et pour tout que 21 millions de Bitcoins qui seront créés in fine, c'est-à-dire à la fin. C'est toujours classe de mettre du latin, hein, très important, surtout quand vous êtes Frédéric Lordon ou Pierre Bourdieu. Sachant que pour le moment, 12 millions l'ont été. Alors j'imagine que c'est plus maintenant. Si quelqu'un pouvait fact-checker le nombre de bitcoins où on était rendu, s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. C'est donc une monnaie rare par définition, et c'est ce qui explique une partie de son succès, à la fois comme valeur refuge, et parce qu'il peut inspirer une forme de confiance éthique, puisque la création monétaire ne peut être manipulée. Et surtout pas ça, malheureux, sur Internet, rien ne se perd, cette photo reste encre pour toujours chez les viewers. Ah ouais, mais carrément. Mais moi, ça me dérange pas trop. Le Bitcoin est perçu comme une sorte de valeur refuge, et les acteurs anticipent de façon mimétique, donc ça veut dire que tout le monde anticipe que l'autre anticipera la même chose, que son cours va monter, parce que la taille du réseau et sa diffusion augmentent, tandis que son volume est limité. Donc on est à combien là on est à combien ? 18 millions. Ok, merci. Cette pseudo-monnaie n'est donc pas stable, puisqu'elle s'apprécie et est soumise à la spéculation. Si une telle monnaie et un tel régime monétaire s'institutionnalisaient, pas facile à dire, et se généralisaient,
on observerait des mécanismes déflationnistes, c'est-à-dire les prix qui baisseraient. Merci, Matmata. Ou Matma tout court en fait. Hein. On observerait des mécanismes déflationnistes dont les effets seraient potentiellement dépressifs sur l'activité. Bah oui, la déflation, ça, il y a Kevin Arnoux, qu'on salue d'ailleurs, qui est toujours dans ce chat. On l'aime beaucoup pour la pertinence de ses propositions. Qui a proposé d'ailleurs qu'on fasse quelque chose sur la déflation un jour, que je vous explique le mécanisme, et je le ferai, c'est promis. En effet, la déflation renchérit les dettes. Ça aussi, c'est assez logique. En fait, quand les prix baissent, la valeur de votre dette augmente. Alors, pour comprendre ça, vous gagnez 1000 euros par mois, d'accord? Vous avez 100 euros de dette, bon ben voilà, ça fait 10% de vos revenus. Si maintenant vous gagnez, les prix baissent, et il y a quelque chose qui se passe, il y a votre salaire finit par baisser aussi, d'accord? Vous gagnez plus 1000 euros mais 900 euros, et ben là, votre dette, elle est toujours de 100 euros. Donc le poids réel de votre dette a augmenté. Ça, c'est important à comprendre. On leur expliquera bien en détail quand on parlera inflation-déflation. Pas de problème. On pourrait certes arguer que la baisse des prix augmente le pouvoir d'achat des gens. Bon, ça, on s'en fiche. C'est trop compliqué pour l'intérêt et ça apportera rien à ce qu'on va dire aujourd'hui. Qui plus est, si les salaires sont rigides, blablabli, ça aussi, on s'en fout. Bon, ça, c'est pas très important. Ça va vous perdre plus qu'autre chose. On arrête. Les moyens de paiement ne sont pas créés en fonction des besoins en liquidité liés à la circulation monétaire, mais en fonction de l'activité de minage dont le rendement est décroissant au cours du temps. En fait, c'est de plus en plus difficile de miner et la probabilité qu'on arrive à obtenir un bitcoin va être de plus en plus faible, ce qui fait que ça demande de plus en plus de ressources pour, entre guillemets, décrypter et obtenir un bitcoin. Si tout le monde pouvait prêter ses bitcoins pour financer telle ou telle activité, ces dettes et créances ne pourraient ni créer de monnaie, ni circuler comme de la monnaie via la blockchain Bitcoin. On se rapprocherait de l'idéal d'un Maurice Allais ou de certains ultralibéraux autrichiens qui voulaient séparer les fonctions monétaires et de prêt en interdisant les réserves fractionnaires. Réserve fractionnaire, c'est qu'en fait, quand je te prête 1000, j'ai en réserve seulement que 10 par exemple. Voilà. Cependant, le Bitcoin n'interdit pas le système de réserve fractionnaire en réalité. Si une banque crée des comptes en Bitcoin, rien ne lui interdit de mettre en circulation via le crédit des moyens de paiement comme des chèques au-delà de ses réserves en Bitcoin. Vous voyez ? Moi, je n'accepte pas les Bitcoins. Mais il faudrait pour cela, je sais même pas comment on fait pour accepter des Bitcoins. Il faut avoir un compte... Salut, moi c'est Matmata. Salut Matmata. Il faut avoir un compte quelque part, non ? Toujours pas de crypto qui s'appelle Niki pour le minage. Putain, qu'est-ce qu'il est fort ce Tols. Qu'est-ce qu'il est fort. Il faut un système un peu comme un RI pour recevoir, envoyer des cryptos. Ok. Mais il faudrait pour cela que les banques offrent un service plus intéressant, du fait de la transparence du registre, et parce que les agents dans le réseau peuvent avoir leur propre compte portefeuille. Alors là, il traduit à l'envers. Il prend portefeuille et il dit en anglais « wallet », sans recourir aux banques. D'autant que l'objectif du Bitcoin est de se passer des banques en proposant un service avec de moindres coûts de transaction. Qui plus est, dans un système complètement bitcoinisé, les banques auraient toujours cette limitation quantitative des réserves en Bitcoin, comme l'or pouvait en partie limiter l'expansion du crédit dans l'étalon or. Il y a donc fort à parier que le régime serait déflationniste, c'est-à-dire qu'il conduira à une baisse des prix, et néfaste pour le niveau d'activité, donc en fait sur la croissance, sur pas seulement la croissance, aussi sur le nombre d'emplois, etc., du fait de sa faible élasticité. Bon, c'est un peu technique, Mathieu Montalban, ton article, hein. Dans un tel scénario, il entraînerait une perte totale de l'outil de la politique monétaire. Ça veut dire que concrètement, on ne pourrait plus créer de monnaie supplémentaire puisqu'il y a une limite. Donc c'est un peu problématique, quoi. Bitcoin versus revenu universel, tu veux en venir où ? Ah, moi, je veux pas du tout en venir... Il n'y a pas du tout de lien entre les deux, hein, en tout cas dans ma tête. Une absence de... Là, on lit juste un article sur le Bitcoin. Une absence de régulation ouvrant la voie à des activités illégales. Bon, bah ça... On le sait à peu près, hein. En gros, le Bitcoin, ça permet de l'activité légale, donc on va pas y revenir tout de suite. Une monnaie incomplète, ça c'est important. Par ailleurs, une monnaie est dite complète si elle réunit les fonctions. Donc unité de compte, ça veut dire que on peut compter des choses avec. Voilà, par exemple, ce crayon vaut environ quelques euros. Merci Matmata pour ton sub, il a cotisé à la chaîne. J'ai presque envie de chanter Matmata maintenant. Merci beaucoup à toi. Donc voilà, unité de compte, ça veut dire ça vaut 0,5 centimes d'euros, j'imagine, un peu plus, mais peu importe. De moyens de paiement, donc je peux payer avec ma monnaie partout, donc sur le territoire national notamment, mais en l'occurrence dans la zone euro, tous les pays qui utilisent l'euro, et surtout de réserve de valeur. Ça veut dire que
quand j'ai sur mon compte en banque 100 euros, j'ai une réserve de valeur qui me permet potentiellement d'acheter 100 euros. Et ben le problème, c'est que le Bitcoin sert essentiellement comme réserve de valeur. Et aujourd'hui, vous avez bien remarqué, réserve de valeur spéculative. Et comme moyen de paiement pour un certain nombre de produits sur Internet ou depuis quelques temps dans quelques magasins physiques au Japon et en Allemagne. Alors ça pose des questions très intéressantes sur les monnaies parallèles, ça pose des questions intéressantes sur les histoires de monnaie locale, et ça je pense qu'on demandera à Bruno Terret de venir discuter avec nous de ça. Il y a aussi des volontés et une logique très politique derrière ces monnaies locales. Il y a comment ça s'appelle déjà en Bretagne, à Rennes, le galéo je crois. Mais il y a tout un tas de monnaies locales, ça sera hyper intéressant à discuter aussi. Le C-coin, ouais, c'est ça. Le cocoin. Le cocoin, voilà. Encore une vibe canard. Tu remplaces le Bitcoin et tu mets des francs français. Et oui, monnaie locale. Ah oui, oui, il y a des monnaies locales qui permettent d'acheter certains produits. Alors, je sais qu'en Bretagne, ça s'appelle, je vais regarder. Bretagne, Galéo, je crois, non, c'est pas ça? La monnaie locale? C'est pas du tout ça. Monnaie locale, Rennes. Galéco, voilà, c'est ça. Vous irez voir ça. C'est un flop dans le 42. Merde. C'est un flop dans la Loire. À Saint-Étienne, la monnaie locale ne marche pas. Sachez-le. Et où est-ce que j'en étais, moi? Là. La monnaie locale dans mon appartement, c'est la chouffe. Ça tombe bien parce que Tols, j'accepte la chouffe comme moyen de paiement pour tout un tas de services. Donc surtout, n'hésite pas à me payer en chouffe. Ça me va très bien. Blablabla, à la fois parce que l'algorithme... Ah oui, donc ces sites ou ces commerces acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement, à la fois parce que l'algorithme est sécurisé et parce qu'ils anticipent qu'ils pourront changer des Bitcoins contre de la monnaie souveraine. C'est ça qui est intéressant. En fait, si on veut du Bitcoin, c'est surtout pour revenir à de la monnaie sonnante et trébuchante, entre guillemets, plus tard, quoi. Je connais la chouffe, oula, mon ami. Non seulement je connais la chouffe, mais j'ai une certaine pratique de la chouffe. Et de tout ce que tu cites, d'ailleurs. Éventuellement avec une plus-value, étant donné la croissance actuelle du cours. Voilà, vous comprenez que l'essentiel, c'est la valeur spéculative. On rappelle, évidemment, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'il faut consommer la chouffe avec modération. La couac, évidemment. Mais le Bitcoin n'a pas encore réellement acquis de fonction d'unité de compte, sauf dans les échanges entre crypto-monnaies. Vous voyez, là, il y a un truc très particulier, c'est que vous avez une monnaie qui permet d'acheter d'autres monnaies. Donc évidemment, d'autres crypto-monnaies. Vous voyez, on a quand même un truc qui est très circulaire, où il est la monnaie de référence. Ça veut dire que le Bitcoin est devenu la monnaie à partir desquelles on estime la valeur des autres crypto-monnaies. C'est quand même un sacré bordel, ce truc. Il ne peut donc pas être considéré comme une monnaie complète. Le principal facteur qui peut ralentir l'usage de ces crypto-monnaies vient des États et des banques centrales qui décident souverainement, et je crois que le terme là souverainement est important, de l'unité de compte sur leur territoire et obligent à payer les impôts en monnaie souveraine. Vous ne pourrez jamais payer vos impôts en monnaie souveraine. Je suis de Bretagne, mon cher Girasimos. Et donc ça explique en partie pourquoi voilà, on a une certaine appétence pour la boisson. On ne va pas se le cacher. Le principal, donc là évidemment ça c'est hyper important ce truc là, c'est que croire qu'on va arriver à des monnaies sans état, etc., c'est croire un peu rapidement que les états-nations vont se laisser disparaître comme ça, vous voyez. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est que demain, si vous ne payez pas vos impôts en euros, en l'occurrence parce que pour l'instant c'est des euros, on vous dira, mon petit coco, va falloir payer tes impôts parce que sinon c'est la case prison pour toi. Ça c'est la version violente de ce que c'est la souveraineté. Toi tu es belge, mon ami Gerasimos, eh bien on te salue et on salue nos amis belges, on leur fait des gros bisous. Le principal facteur, voilà, cette obligation donc de payer les impôts en monnaie souveraine assure que la monnaie nationale soit utilisée à la fois comme unité de compte et moyen de paiement. Ça historiquement c'est hyper important. La monnaie, c'était ce qui était l'émanation du coup du pouvoir royal et qui obligeait du coup les sujets à payer, d'accord, en monnaie, et donc on assurait d'une certaine façon le fait que ce sera forcément cette monnaie-là qui sera utilisée. Il y a des résistances, des conflits, etc. Bon. Par ailleurs, des États peuvent très bien décider d'interdire le Bitcoin. Et oui, ça, on a tendance à oublier qu'il y a effectivement des choses qu'on peut faire quand on est un État. Ça, c'est un peu... On a un peu tendance à l'oublier. Tu as 100 viewers en parlant économie et Bitcoin. Bah ouais, mais parce que j'ai les meilleurs viewers. Des gros bisous, les viewers. Sur des règles d'émission, c'est ce à quoi réfléchissent la Russie, l'Estonie et le Vietnam.
Certains des prétendus avantages du Bitcoin sont en train de disparaître. D'abord, à mesure que le nombre de transactions augmente, il faut de plus en plus de temps pour qu'une transaction soit validée. Ce qui fait que là, ça augmente les coûts de transaction, vous voyez, un peu chiant. Comme en plus, il n'y a pas l'équivalent de moyen de paiement de type carte bleue ou billet, il est peu probable pour le moment que ce type de monnaie soit utilisé dans les transactions quotidiennes, au supermarché, au café, au bistrot. Vous me direz les bistrots c'est fermé, on s'en fout. Or, transformer les bitcoins en dollars génère de plus en plus de coûts de transaction, les revoilà. Ils atteignent 5,5 $ en juin dernier et la tendance est à la hausse par transaction, réduisant l'intérêt. Oh, Nilstrung qui arrive avec une petite patate. C'est pas mignon ça. Salut Nilstrung. Tout cela s'explique par le coût en calcul et en énergie du maintien de la blockchain Bitcoin. Un régime insoutenable. Il est long cet article encore un peu. Bon, on finit ça, après je vais les bouffer. Étant donné la probabilité décroissante de parvenir à miner, il faut faire tourner les ordinateurs de plus en plus longtemps pour obtenir du Bitcoin. Ou alors mobiliser de plus en plus d'ordinateurs. Ce qui fait que forcément, on a un problème, notamment un problème écologique. Il se trouve que le Bitcoin est un vrai gouffre énergétique, car le protocole de vérification mobilise énormément d'énergie et de puissance de calcul. Et cela d'autant plus que le nombre de transactions augmente. On estime actuellement, alors que le Bitcoin est relativement peu diffusé, que la consommation d'électricité pour faire fonctionner cette blockchain représente l'équivalent de la consommation de l'Irlande. Et donc maintenant, certains disent que ce serait effectivement la Belgique, aussi plus que la Belgique. C'est quand même beaucoup. Et cela va croissant. Donc ça n'est aucunement soutenable sur le plan énergétique. De façon complètement délirante, certains Russes et Chinois font tourner des centaines d'ordinateurs en continu pour miner des bitcoins. Il n'y a pas que des Russes et des Chinois, je pense, pour le coup. Ça, c'est le petit moment raciste. C'est le petit moment russophobe et sinophobe. Je déconne. On parle de ferme de minage. Alors là, s'il n'y a pas un jeu de mots à faire avec femme de ménage, je sais pas. Voilà. Comme le rendement est de plus en plus faible, il faut toujours plus de machines dans les fermes de minage pour parvenir à résoudre les problèmes de calcul. On a vu l'allocation des ressources plus intelligente pour la collectivité, c'est sûr. Ce qu'il y a de cocasse d'ailleurs, c'est que le Bitcoin a été créé pour limiter le soi-disant faux monnayage. Mais cela ne semble pas gêner ses promoteurs, que des gens se contentent pour gagner leur vie de faire tourner des ordinateurs à longueur de journée pour résoudre des problèmes de généraux byzantins en consommant de l'énergie qui serait certainement mieux utilisée ailleurs. Vous voyez, on parlait de utilité sociale. L'utilité sociale du minage de Bitcoin, on peut se permettre d'en douter. Voilà. Activité qui ressemble quand même beaucoup au vrai faux monnayage. Quoi qu'il en soit, il est probable qu'à terme, le rendement du minage diminuant, tandis que les coûts énergétiques et de transactions augmentent, l'intérêt de miner du Bitcoin se réduise, voire disparaisse. Qui aurait alors intérêt à laisser son ordinateur tourner en permanence sans espoir de minage? Bah oui, ce serait un peu con quand même. En l'occurrence, d'autres crypto-monnaies comme Litecoin ou Ethereum ont été créées avec des protocoles moins coûteux sur le plan énergétique, mais il reste à prouver que tout cela soit soutenable. Pour être honnête, il faudrait comparer le coût des blockchains des crypto-monnaies avec celui des systèmes de paiement existants. Celui-ci n'est pas nul, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Il faut des machines à cash, des terminaux de paiement, imprimer des billets, etc. Ça, c'est juste. Il faudrait comparer aussi, du coup, le coût environnemental, énergétique du système bancaire dans son ensemble. Bon, là, ça, c'est vrai que c'est un argument qui est pas inintéressant. Mais on sent bien que les avantages tant vantés du Bitcoin sont à réexaminer. Qui plus est, comme les coûts de transaction ont augmenté, pour pouvoir utiliser des bitcoins au quotidien, une solution pourrait être que les banques émettent des moyens de paiement physiques. Sauf que vous voyez, si jamais le bitcoin se généralise et qu'on se met à utiliser le bitcoin tous les jours, bah, il faut une architecture derrière. Les banques, elles sont pas là par hasard. Hein. C'est parce qu'il y a des gens qui vous fournissent les moyens de paiement, qui fournissent les terminaux qui permettent d'utiliser les moyens de paiement. Vous voyez ? Et donc en fait, on reproduirait exactement la même chose. Ce qui fait qu'en se disant au début, oh regardez, je suis un super liberty, Rel russe pour ton follow. Je suis un super anticapitaliste ou alors un anarcho ou je sais pas quoi. Et j'ai du bitcoin. Tu finis, si ça se massifie, par reproduire exactement ce qui existait avant. Et là, j'ai envie de dire, what's the point? Quel est le point pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare? En contrepartie des bitcoins, faisant perdre sa philosophie originelle puisque la bancarisation reviendrait et avec elle, la possibilité du système de réserve fractionnaire. En fait, si ça se massifie, on revient à la banque. Qui était là pour mieux y revenir. D'ailleurs, pris du slogan, le pire slogan de la Terre, je vous le dirai un jour, la Banque publique d'investissement, son slogan c'est... alors attendez, faut que je retrouve ça parce que ça me fait rire. Je crois que je vous l'avais déjà donné, mais je trouve ça mortel. Le meilleur du privé, le meilleur du public, le tout dans une banque. Pire slogan, personne n'a envie de voir ça. Alors,
Les banques n'ont pas encore dit leur dernier mot. Je ne doute pas cependant que la valeur du Bitcoin va continuer à augmenter encore. Et là, il avait raison, puisqu'effectivement, on atteint des sommets. Tant que le coût marginal du minage est inférieur à sa valeur. Alors là, il a évidemment réutilisé la logique des coûts de transaction. Tant que ça coûte moins cher de miner que ce que ça peut rapporter derrière, bah forcément, il y a encore un intérêt à miner. C'est ça ce qu'on appellerait, du coup, le coût marginal du minage. Et que les États ne prennent pas des dispositions pour les interdire ou en réglementer la diffusion. Cela générera encore pour un moment un gaspillage absurde d'énergie et de ressources. L'improbable disruption du secteur bancaire et financier par les crypto-monnaies. Oh bah c'est bon, c'est fini. La dernière raison à même de freiner le développement des crypto-monnaies est la réaction de l'oligopole bancaire, qui sent bien qu'il peut malgré tout être menacé par les crypto-monnaies, la blockchain et plus généralement tous les secteurs de la fintech. La fintech. Qu'est-ce que je voulais dire? Salut Mathieu, j'arrive en retard. As-tu parlé de revenu universel? Pas encore. La maillotche, pas encore. Mais avant, mais en fait je vais pas avoir le temps d'en parler ce soir. On en parlera vendredi du coup, dans le deuxième point actu. Désolé Maillotche, je sens que tu vas être déçu. Là on finit de parler du Bitcoin pour le critiquer un peu notamment. Mais avouons que parvenir à disrupter, les guillemets sont là, hein, c'est vraiment le pire mot de la terre, disrupter, le secteur bancaire et financier pour réduire sa capacité de nuisance et notre dépendance pourrait ne pas complètement nous déplaire. Ben ça c'est sûr. Mais sauf que moi je suis pas pour disrupter le secteur bancaire, je suis pour le socialiser, c'est autre chose. Hein. Pas besoin de faire tout dans notre coin avec des bitcoins. Il faut la volonté politique de dire maintenant, concrètement ce que les banques font, ça relève d'un service public, c'est à nous. Voilà. Pour moi c'est ça vers quoi il faut tendre, mais ça c'est le petit point de vue coquin du jour. Au final, même si le Bitcoin venait à s'imposer comme moyen de paiement pour le commerce électronique, il y a peu de chances qu'il parvienne à disrupter les monnaies souveraines. Il a encore dit disrupter, non. Il poserait, s'il était généralisé en substitut des monnaies souveraines, de graves problèmes de déflation en raison de la rigidité de son processus de création, le fait qu'il y a un nombre limité de Bitcoin, et d'une création monétaire qui ne s'ajuste pas aux besoins en liquidité. Alors tous ceux qui pensent que créer de la monnaie, ça fait de l'inflation, on a créé depuis 2008 plus de 3 voire 4 000 milliards d'euros, d'accord, rien que pour la zone euro. Vous avez l'impression que les prix ont augmenté beaucoup? Non. Voilà. Donc ça, déjà, ça calme tout de suite. Hein. Ceux qui disent que créer de la monnaie, ça fait de l'inflation, c'est factuellement faux. Voilà. Blablabli. Si le Bitcoin, comme les crypto-monnaies, ne sont que des actifs spéculatifs en plus, au mieux leur intérêt est limité, au pire ils sont néfastes. Le scénario le plus probable à moyen terme est celui d'une cohabitation entre les monnaies souveraines et les crypto-monnaies. Donc une espèce de jeu, un rapport de force public-privé. 4 000 milliards, c'est une somme, effectivement. Ces dernières, c'est même plus que ça, hein. J'ai oublié le chiffre exact, mais c'est pas important, les ordres de grandeur sont là, plusieurs milliers de milliards. Ces dernières seraient utilisées dans certaines transactions et acceptées par quelques entreprises et commerces, tandis que les monnaies souveraines conserveraient leur rôle pivot du fait de leur cours légal et de leur rôle dans le paiement de l'impôt. Les crypto-monnaies présentent d'importantes limites, mais la technique sous-jacente, la blockchain, a de nombreuses potentialités d'application. Moi, je n'en connais toujours pas une seule. Voilà, donc éclairez-moi. C'est pour moi une solution technique qui n'a pas vraiment de problème, mais à part évidemment le chiffrage, dont j'ai un peu de mal à voir. Nous les examinerons dans un prochain article, mais pas maintenant. Des milliards. Alors, on a une idée de ce que ça représente en rapport en total d'euros en circulation. Le Bitcoin, bah, vu qu'il y a un nombre limité, ouais, mais après, je crois que tu peux les avoir en morceaux, etc. C'est toute une histoire. Il y a des morceaux de Bitcoin. Est-ce que c'est pas parce que ces milliers de milliards ne sont pas injectés dans l'économie que ça ne crée pas d'inflation? Alors il y a une partie de vrai dans ce que tu dis. C'est vrai qu'en fait la monnaie qui est créée par la banque centrale, elle reste largement dans le système financier. C'est aussi pour ça que ça conduit en fait à faire émerger des bulles. Hein. Mais surtout en fait, même si c'est investi justement, ça crée pas d'inflation tout de suite. Ça crée de l'inflation si et seulement si on est au max des capacités de production. Ça voudrait dire que on est pratiquement au plein emploi, quoi. On en est loin. Hein. Il y a encore plein de choses à faire. Si je veux regarder la consommation électrique du Bitcoin, Université de Cambridge. Ah bah très bien ça, merci beaucoup pour le partage. Il faudrait que je note tout ça, mais évidemment je peux pas. Je vais le mettre... Attends, tu peux le mettre sur le Discord s'il te plaît, Bike? Ce serait top. N'hésitez pas à mettre toutes vos histoires sur Discord, parce qu'en plus, on a la chance d'avoir un des chats les plus qualitatifs du stream game. Et donc forcément, il n'y a quasiment pas besoin de modération. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a encore jamais eu besoin de modération, ce qui est un bonheur dont on peut continuer à profiter. On me dit dans l'oreillette que j'ai encore un peu de temps. Bah écoute, je vais en profiter pour vous continuer à vous causer encore un petit peu. Mon plaisir. Si vous en avez marre, vous me dites. Hein. Mais du coup,
il y a effectivement sur ce que c'est la monnaie, il y a une vraie question. Donc la Mayotte, si tu es encore là, non, elle a dû partir. Mais vendredi, on parlera un peu de revenu universel, etc. Pas forcément de salaire à vie, c'est encore une autre bestiole, ça. Hein. Bernard Friot, tout ça. Pas besoin de modération sur un chat Twitch. Yeah, right. T'as qu'à dire qu'on fout rien aussi. Désolé, Tols, tu as une très belle épée, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin de taper. Mais non, mais il y a évidemment besoin de modération. Donc oui, je disais la Mayoche, qu'on parlera un petit peu de... Merci Bike pour le partage sur le Discord. On parlera un petit peu de dette publique aussi très rapidement. Hein. Je donnerai un peu pour le coup cette fois, après avoir analysé dans différents angles le truc, ce que moi j'en pense de ces histoires, l'annulation, tout ça. Ça fait quand même maintenant un moment que j'ai bossé, qu'on a un peu dégraissé le sujet, et je pense que voilà, je vais en banin juste pour l'exemple. Certainement pas, ne fais pas ça, on est contre l'arbitraire ici. Les règles sont simples sur ce chat. Il faut être... En fait, c'est très simple. Je pense que c'est même une très bonne manière de vivre sa vie. Hein. Il suffit de pas être un gros con. Voilà, soyez pas un gros con. Soyez pas dégueulasse avec les autres, pas discriminant. Tout ça, ça me paraît assez simple. Voilà pour le Bitcoin. Bon, au moins, ça c'est fait. On a compris. Et je pense que vous avez compris. Oui, un gros con, une grosse conne, évidemment. Pardonnez-moi. Mais du coup... Je pense que l'essentiel est là, vous voyez. Monnaie incomplète, il remplit seulement à la rigueur la réserve de valeur, mais en même temps, grande volatilité. Donc ce qui fait qu'on a des problèmes, etc. Alors, il y a quelqu'un qui a dit un truc tout à l'heure que j'ai raté. Qui m'a dit je suis en L3, analysez quoi à Nantes, et je te remercie pour tes lives, parce qu'en cours, j'ai beaucoup de maths, c'est un peu gavant, et très peu de cours sur l'économie en elle-même. Donc merci à toi de donner l'occasion de discuter d'actu éco. Franchement, de rien, l'épicier, c'est quand même assez hallucinant qu'en fac d'éco, on fasse plus de maths que d'éco en vérité. Parce que les maths, c'est très bien, c'est un outil comme un autre, mais est-ce que ça doit rester être, quoi. C'est un outil. C'est pas ça, hein, l'économie, c'est pas calculer. J'imagine que tu dois faire des trucs bien complexes, des substitutions croisées, des machins, des dérivés de fonctions bien complexes, tout ça, c'est un bonheur. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait de technique, mais il faut pas que ça supplante le reste. L'économie, c'est une science sociale. Je dois vous laisser la clique, merci pour le point Bitcoin. Et c'était un plaisir, on fait des bisous à Geekel, à très vite, et merci à toi. Merci mademoiselle Ren pour le follow. Et donc voilà quoi, en gros, hein, là où on en est. Anis Lajdev, tu lis ce qu'il écrit sur Twitter? Oui, je lis un petit peu, mais je trouve il y a un problème parfois dans son discours. Je trouve qu'il est un peu trop anti-intellectualiste, et ça me dérange. Ça veut dire qu'il a tendance à prendre tous les chercheurs pour des glandus parce qu'ils n'ont pas passé quelques années en salle de marché. Et ça, j'ai eu l'occasion de lui dire d'ailleurs, de manière courtoise. On a discuté en DM. Je lui ai dit que je trouvais que c'était pas normal de parler comme ça aux chercheurs quand ils étaient en désaccord avec toi. Il faut se méfier. Hein. Ce que je lui ai dit, c'est que la plus grande vertu, notamment quand on a une audience comme la sienne, c'est l'humilité. Et voilà, parce qu'en plus, il a un pouvoir d'influence, hein, qui est très fort. Quand on a 20 000 followers, voilà. C'est l'humilité et rappeler que les choses sont toujours compliquées. Donc les notions de dette, de monnaie, tout ça, c'est complexe. Ça mérite qu'on en discute aussi un peu sérieusement. Et donc, je me méfie. Gaël Giraud, qui ça, moi je m'en méfie. Bon, Gaël Giraud, si, je pense que des fois il a tendance. C'est le problème de ceux qui ont une grande audience. Ça peut leur arriver parfois de dire des choses un peu trop larges, un peu trop vagues, et ça me pose question. Je pense qu'il faut toujours rester humble par rapport au savoir. C'est ce que j'ai enseigné à mes étudiants pendant bien longtemps, et j'essaie de me l'appliquer aussi à moi-même. Hein. Donc évidemment, on parle de différents sujets, mais si vous avez remarqué, je vous dis jamais voilà ce qu'il faut penser, je vous essaie de vous donner des éléments sur le sujet et d'en discuter, etc. Parfois, je vous dirai ce que j'en pense, et avant ça, je ferai un disclaimer, comme sur la dette. Featuring avec Eureka, moi je kifferais bien, mais attends, il a peut-être autre chose à faire, le copain Eureka. Hein. Il a ses vidéos, il fait des très bonnes vidéos, etc. Il raconte pas mal de conneries, Gaël Giraud. En fait, il va vite en besogne, c'est ça le problème, quoi, que je trouve. Il va avoir raison sur des aspects, c'est un type que je trouve remarquable sur les questions financières, qui a une vraie connaissance technique de certains enjeux. Mais voilà, je trouve qu'il y a une certaine tendance à essayer de clore les débats, tu vois, ou alors d'imposer des choses qui, scientifiquement, en fait, sont même pas très discutées, mais qui méritent aussi qu'on les discute. Mais ce que je lui ai dit, c'est que si tu veux discuter scientifiquement des choses, il faut passer par les revues scientifiques, il faut aller faire des communications scientifiques. Ça te permettra de voir aussi, parfois, les difficultés que tu as toi-même dans ce que tu racontes, de voir des écueils dans ta propre pensée que tu n'avais pas vues, etc. Et ça, c'est ça que je trouve qui manque à certaines personnes sur Twitter, c'est qu'ils vont se dire... Voilà la pensée, voilà, je vais un peu assommer avec un truc, la monnaie libre, les machins, la monnaie libre de dette, tout ça, sans voir qu'il peut y avoir des difficultés derrière.
et que potentiellement, en fait, la monnaie, c'est toujours lié à une dette. Hein. Donc, en tout cas, il y a des vraies discussions. Il y a des gens sérieux qui ont des critiques à formuler, et il faut parler sérieusement avec les gens sérieux, surtout quand ils sont un peu pas très éloignés de ton camp, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, moi, voilà. J'ai tendance à dire qu'il faut rester sérieux. Et sérieux, c'est pas l'inverse de radical. Je pense que ça non plus, faut pas l'oublier. Salut Pico, à très vite. On fait des bisous à Pico. Gueule-Giro, je sais même pas où il est, ouais. Le problème des discussions sur les grands médias, télé, radio et Twitter, si on n'assomme pas les autres, on prend un tarif. Tu vois, moi, alors évidemment, j'ai pas son audience. Hein, j'ai 6000 followers sur Twitter, je suis un tout petit. Mais moi, j'ai jamais pris tarif, concrètement. Parce que voilà, tu amènes les choses, tu discutes. Sérieusement, je discute avec plein de monde, avec des gens avec qui je suis d'accord, pas d'accord. Je me nourris de ce que certaines personnes avec qui je suis pas d'accord disent. Ça me fait aussi, moi, des fois, réfléchir sur des propres trucs que j'estime être corrects ou pas. J'apprends de gens qui ont des spécialités qui sont pas forcément les miennes. Je les lis beaucoup aussi. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est de ça, on crève, je pense, de ce manque-là. Voilà, d'essayer toujours de fonctionner comme des tribus là, et d'aller se jeter comme des dégueulasses sur les autres ou d'attaquer des personnes et tout. On en crève de ça. Hein. Et chez les forces de progrès, encore plus. Et donc moi, j'ai jamais pu supporter ça. Et je peux vous dire que des coups dans le dos, j'en prends, mais alors pratiquement tous les jours, des coups de couteau, etc. Des coups de billard à 3 bandes de certaines personnes pour pas vous le... Voilà, on s'en fout en fait. Donc moi, ce qu'il faut, savoir un cap, savoir où on va. Et parfois, se dire, bon voilà, c'est peut-être pas encore le moment, tout ça, j'ai pas encore une très grande audience, non, c'est juste. Mais en tout cas, peu importe l'audience que j'aurai, je dévierai jamais de la manière que j'ai toujours eu d'approcher, notamment les sciences sociales, mais aussi l'économie, qui est, voilà, on peut avoir des convictions, mais il faut regarder sérieusement les trucs, regarder les discussions, tout ça. Moi, je pense que c'est important. Et oui, voilà, c'était mon discours d'ouverture et de fin FIN, mais aussi qui amène sur la fin FAIM. Je coupe tout de suite. Alors attention, est-ce que je vais encore couper le live comme l'autre jour ? Non,